bonsoir à vous tous et à vous toutes pour ce webinaire sur la télémédecine. Nous avons vraiment beaucoup de chance ce soir d'avoir un panel d'experts en télémédecine pour traiter un sujet qui est un sujet incroyable, qui est celui de la télémédecine, parce que la télémédecine, finalement, qui existe depuis des années et des années, est devenue un moyen de communication, d'échange avec nos patients qui devient essentiel. Et je remercie à vous tous, à vous toutes, de nous donner votre connaissance et votre expérience, parce que l'expérience nous a permis de progresser de manière considérable. Donc, pour animer ce webinaire, nous avons donc Madame Alajoanine, qui va être présentée par Patrick Jourdain et Patrick Jourdain. Donc, je vous passe à tous les deux la parole pour démarrer. N'oubliez pas, vous tous les participants, que vous devez poser des questions en bas de votre écran. Il y a marqué Q et R. Donc, vous tapez votre question et à la fin de l'ensemble des communications, on répondra à toutes vos questions. Ben, merci bien et encore une fois, merci de l'invitation parce que je crois que ce qui est essentiel dans la télémédecine, c'est que non seulement les gens de terrain se l'approprient, non seulement les patients se l'approprient, mais qu'il y ait toujours ce soutien de l'institution qui va être derrière et qui va nous permettre de réfléchir et d'aller plus loin. Et encore une fois, je crois que c'est ça qui a fait notre succès à travers le Covid. Ça a été ce partage d'expérience, j'allais dire, au-delà de cette co-construction, ce travailler ensemble. Et moi, je suis particulièrement fier d'être ici, j'allais dire, au nom de Covidom. Covidom qui a été une application majeure de la coopération ville-hôpital. Et au-delà de ça, alors que c'est simplement la prise en charge en fait ambulatoire des patients atteints de Covid, c'est la plus grande expérience mondiale à ce titre. Nous sommes actuellement à plus de 380 000 patients, plus de 2,5 millions de questionnaires traités et surtout une mortalité faible. Très peu de patients qui vont aux urgences, très peu de patients qui encombrent les lignes du 14 et du 15, donc vraiment un intérêt majeur. Mais qui c'est qui a été comme médecin sur Covidom? Ça n'est pas que des médecins spécialisés, c'est sûrement pas des urgentistes, sûrement pas des infectiologues. La plupart, c'était des gens comme vous, comme moi, des chirurgiens. En grande partie des chirurgiens, on a eu des chirurgiens plasticiens, des chirurgiens ORL. Eh bien, je peux vous dire, ils ont été aussi bons que les cardiologue que je suis. Et encore une fois, ça montre bien que quand on est soignant, on n'est pas soignant par hasard. Et je crois que c'est ça l'expérience Covidom et qui doit nous amener à réfléchir. Et c'est pour ça que c'est si bien qu'on soit tous ensemble autour de ce webinaire. C'est parce que nous avons tous des sensibilités différentes, mais il y a vraiment un plus à aller au-delà et pouvoir se baser sur ce qui a été déjà mis en place, formalisé par les institutions. C'est ce qui a permis à la France d'aujourd'hui de réussir le défi qu'a été la première et maintenant la seconde vague. Alors, vous me connaissez, je suis extrêmement bavard, mais du coup, je vais me permettre de passer la parole à ma co-modératrice, Madame Alajoanine, qui est présidente de l'Académie francophone de télémédecine et de e-santé. Et ça, c'est très important parce que, encore une fois, on parle beaucoup du domaine de la e-santé. Télémédecine, on avait l'impression que c'était un peu K1, KA. Et je crois que maintenant, eh bien, il faut se dire que tout ça, c'est un nouvel environnement digital. Donc, à vous, Madame Ghislaine Alajoanine, télémédecine hier, aujourd'hui et demain, tout ça en 15 minutes, c'est véritablement une performance que vous allez essayer de remporter. Bon, ravi de vous retrouver tous. Vraiment, accrochez-vous parce que là, je vais essayer de vous faire du pascalien parce que je sais bien, vous tous là, vous détenez un cartésien fabuleux. Mais le pascalien, il va peut-être falloir un peu l'introduire. Donc, je vais le faire. En plus, vous me faites plaisir, Monsieur Jourdain. Vous avez parlé du vivre ensemble. J'ai écrit mon dernier livre, c'est Convivence. Partage des capacités de chacun au bénéfice de tous dans une cohabitation harmonieuse, un intérêt commun et intergénérationnel. Donc, on va démarrer très vite parce que j'ai trop de choses à vous dire et on va le survoler. Je vous ai dit que j'étais pilote. On va le survoler, mais vraiment, et pardonnez-moi, ça va être un petit peu, comment dire, ça va être un petit peu la locomotive qui va faire tchou 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 tchou. Accrochez-vous. Allons-y, on va partager l'écran. Alors, là, on m'a dit 2 coups, et ben voilà. Donc, vous maintenant, attendez quand même, avant de partir, accompagné par la déesse de l'empathie, l'empathie, mère de Panacée, et vous allez comprendre pourquoi. La télémédecine hier, aujourd'hui, demain, et la relation soignant-soigné, le RSS, l'empathie. Vous trouverez tout sur notre site Académie francophone télémédecine et e-santé.org.
Mais oui, un petit mot, cher Lampetit. Nos médecins, nos trésors nationaux vivants se rappellent tous de la première phase de leur serment d'Hippocrate. Je jure, par Apollon, médecin, par Asclépios, par Hygie et Panacée, toutes les déesses, les prenant à témoin que je remplirai, suivant mes forces et ma capacité, le serment et l'engagement suivant. Dites-nous en quelques mots qui vous êtes. Nous savons déjà que vous êtes la mère de Panacée. Alors, mon nom se rapporte à la racine qui évoque la lumière solaire et l'empathie. Mon père, Empathos, rappelez-vous bien de ça, se met dans la pathologie de l'autre. Mon père, Hélios, le soleil. Avec ma mère, la nymphe, Clymène, 2 filles, Hygie et moi-même. Et naturellement, je suis la femme d'Asclépios. Vous savez bien, vous l'avez trouvé dans le serment aussi. Rappelez-vous simplement d'une chose, c'est que mes 3 enfants, Macaon, lui, il était chirurgien, mais bien sûr, vous avez compris pourquoi je vous parle de Macaon. Hygie s'est consacrée à la médecine préventive, elle était la déesse de la guérison, et Panacée, celle du remède universel. Mais qu'est-ce que la télémédecine? Très simple, on n'a pas beaucoup de temps là. C'est faire, je dirais, voyager les patients plutôt que les données. C'est comme si d'un coup de baguette magique, on transportait un médecin au chevet du patient. La définition de l'OMS, je vous l'indique, vous la lirez. Alors, cher Lampetit, vous nous direz que la télémédecine, ce n'est pas la panacée. On est tous d'accord là-dessus. Mais à en croire le directeur général de la santé, le professeur Jérôme Salomon, le 17 mars 2020, il proclamait « La télémédecine est devenue fondamentale ». Je passerai très vite sur les 5 facettes de la télémédecine parce que Madame Céline Lagré, je suis sûre, le fera tellement mieux que moi. La télémédecine est née avec le téléphone. Du téléphone en passant par le kit SOS. Eh oui, Théophile Alain Joanine, en passant par le kit SOS, vous voyez ma valise de télémédecine avec le kit SOS, avec tous les capteurs qui permettent de prendre les paramètres médicaux vitaux, jusqu'à l'avènement de l'intelligence artificielle dans les dispositifs médicaux connectés. Et voilà notre organisation humanitaire Télémédecine sans frontières. À chacun son histoire sur le début de la télémédecine. J'en ai tellement entendu. Vous dire simplement, et ça vous le retrouverez dans tous vos livres, 1920, ça a été la radio, 24, le radiodocteur, les militaires, il faut se rappeler de Syracuse en 80 quand même, la démonstration avec Cochin et l'Hôtel Dieu. En 2000, notre organisation humanitaire faisait les premières télééchographies satellitaires au monde. Et le 7 décembre 2001, une opération de téléchirurgie a été réalisée entre New York par le chirurgien Jacques Maresco de Strasbourg, où était le patient. 90, à noter en 92 la naissance du web. C'est grâce au président du CNES, Alain Bensoussan, que nous avons pu envisager. Lui, il ne m'a pas pris pour une folle que c'était de la science-fiction. Il m'a dit, Guylaine, OK, je te prête mes satellites, c'était gagné. On a pu envisager les premières expériences de télémédecine satellitaire. Et à cette époque, c'est avec Philippe Arbeil, Nicolas Poirot et le ministre du Sénégal, Marie-Louise Correa, qu'on a fait ces premières expériences au monde de télééchographie satellitaire dans la région de Tambacounda. Tambacounda, c'est une région qui est au nord de la Guinée. C'est en face du, j'allais dire suppositoire, mais c'est vrai, le suppositoire de la Gambie, vous voyez, qui rentre au Sénégal. Tambacounda, c'est une région, quand vous avez 2 morts, mortalité maternelle et infantile, quand vous avez 2 morts à Paris, vous en avez 500 à Dakar, 1800 là-bas. OK, donc on passe. Alors, quelques petites images, parce que c'est quand même pour vous dire, voilà, quand on arrivait quelque part, ben, c'était ça. Pire que je dirais, les fils du test du Covid. Hein. Là c'est dépassé, hein, là-bas. On est en Afrique hein, quand même. Hein. Donc, l'attente était absolument immense. On ne croyait pas nous-mêmes. Alors, naturellement, même dans les petits villages comme celui-là. Vous voyez, alors, qu'est-ce qu'on faisait? Voilà, ça c'était notre hôpital, hein. Ça vous change un peu. Hein. Les gens se plaignent en France, mais regardez donc où on intervenait. Voilà notre case hôpital. Hein. On mettait l'antenne Limarsat, vous voyez, sur la voiture.
on parlait, hein, la parlotte, hein, sur l'arbre à palabres, ça y allait. Parce qu'il fallait expliquer aux gens, il fallait qu'ils comprennent ce qu'on était en train de faire, hein. Donc, il y avait presque autant de temps à leur expliquer que de passer avec, là vous voyez Nicolas Poirot, là vous voyez les gens du CNES, tous nos polytechniciens qui jamais s'il y avait un truc qui allait pas, ils réparaient ça tout de suite. Donc on est sous l'arbre, pas l'arbre, on est sur le terrain. Et ça venait de partout, de Mauritanie, du Sénégal et même d'ailleurs. Et là, c'était pour eux complètement, nous sommes dans fin des années 90, début 2000. Les matrones, qui sont des femmes, les sages-femmes traditionnelles, on avait mis au point un programme soins obstétriques d'urgence en 4 mois. On les formait sur tout ce qu'on dit maintenant, nos capteurs, si vous voulez, nos dispositifs médicaux. Vous aviez, si vous voulez, à l'intérieur de la valise, vous aviez un oxymètre, un glucomètre, vous aviez un spiromètre, vous aviez un ECG. Et naturellement, j'oserais dire, et vous le savez beaucoup mieux que moi, c'est toujours beaucoup, le diagnostic, c'est toujours cœur-poumon. Donc, il y avait tous ces capteurs dans la vallée et il a fallu que je trouve, avec les Chinois à ce moment-là, bah oui, qui faisaient des échographes portables. Donc, j'avais réussi à trouver en Chine un échographe portable. Bon, vous voyez, fin 90, 2000, c'était les premiers échographes portables. Hein, mais il marchait bien, je vous assure, il marchait bien. Donc, vous nous voyez installés dans notre magnifique hôpital, okay, dans notre case avec. Donc, je passe très vite. On est intervenu beaucoup au Sénégal, au Mali, dans tous ces endroits, en Guinée. Et on a monté le réseau RAFT, hein, qui maintenant, on est sur une vingtaine de pays avec l'UNFM aussi, qui est présidé par le docteur Lynn Kleinbraille. Et bien, naturellement, dans ces années-là, que ce soit en 2003, que ce soit en 2005, on a, au sommet, l'ONU nous a, comment dire, nous a découvert, si on peut dire, et on a été remarqué au sommet mondial de la société d'information. Et en 2003, là quand même, parce qu'on allait en prison en France, hein, il y a 30 ans, hein, si on voulait faire de la télémédecine, il faut quand même s'en rappeler. Hein. Donc, on n'avait pas le droit, hein, Hippocrate, au chevet du patient. Hein. Donc, on a Raffarin, m'a dit, Madame Joanine, ma femme m'a dit, il y a le SRAS, tous les diplomates, ils veulent avoir un médecin auprès d'eux tellement ils ont la trouille là où ils sont, etc. Mais ma femme m'a dit, ah, mais il y a le truc à Guylaine. Il m'a fait venir et il m'a dit, mais pourquoi vous ne faites pas ça en France? J'ai dit, parce qu'on va en prison en France si on le fait. Il me dit, écoutez, je vais demander à mon préfet là, de Poitou-Charentes de vous protéger et faites-moi les expériences en France. Et donc, en 2003, on leur a montré, que ce soit en faisceau hertzien, que ce soit en faisceau satellitaire, que ce soit en faisceau Wi-Fi, que ça marchait. Les hôpitaux, ça commençait à être, je ne veux pas dire banalisé, mais déjà, mais la difficulté, ce n'était pas ce qu'on appelle en in, c'était je dirais, c'était en out, quoi. C'est toujours le même problème, le dernier kilomètre, hein, le dernier mètre. Donc, on a fait naturellement, à ce moment-là, en 2005, on a démontré avec, et là j'ai travaillé je travaillais avec l'armée et la sécurité civile parce qu'ils avaient des médecins à l'intérieur, donc je risquais moins d'aller en prison. Donc, en 2005, c'est aussi en France, en Bretagne, à l'île de Dic, avec son infirmière Macha, du SDI 56, qu'on a réussi à faire les premiers, c'était des visiocores, c'était des ECG en 12 dérivations, en 3 prises qu'on avait mis au point pour faire les premières expériences de télécardio entre l'île de Dic et la brigade, si vous voulez, du SDI 56, c'est-à-dire les pompiers de Vannes. Et avec mon kit SOS, ma valise de télémédecine que j'avais mis au point, avec tous des capteurs qui étaient déjà interopérables entre eux. Hein. Donc, naturellement, vous pouvez bien vous imaginer tout ce que ça a économisé en temps, en souffrance, etc. Rien qu'en hélicoptère, on a économisé 70% des transports avec l'apport de ces nouvelles technologies à la santé. Là, vous voyez toute la brigade avec Bruno Leblé qui était le monsieur référent de la sécurité civile, maintenant le lieutenant-colonel Leblé. Donc, j'oserais dire, vous parlez de défis, il a fallu faire rentrer
et faire comprendre à l'Académie nationale de médecine. Et nous avons pu monter en 2019. Il m'avait donné la date, l'Académie nationale de médecine, du 5 décembre, parce que c'était la date où il y avait toutes les grèves, vous voyez. Donc c'est les défis. Donc il n'y a pas eu de problème. On a eu salle comble malgré tout. Les gens sont venus en trottinette, en vélo, tout le monde était là. Et nous sommes rentrés avec tambour et trompette pour ce Grand Prix mondial de la télémédecine, qui était un prix de 50 000 € international. Vous trouverez tout ça sur notre site de l'Académie. Ah, ça c'était hier. Aujourd'hui, l'état des lieux de la télémédecine aujourd'hui, vous le connaissez, je vais aller assez vite. Décembre, 25 000, février 2020, 40 000. En avril, c'est plus de 4 millions de téléconsultations. Je vous ai mis aussi ce que la DNAM, et je trouve ça très intéressant, par spécialité. Comme vous le voyez, c'est encore, et tant mieux, ce sont les gens préfèrent leur généraliste, appellent leur généraliste, 82,6%. Et après, les psychiatres. Hein, pourquoi? Ben oui, l'angoisse. Et là, vous allez voir que malheureusement, ça va repartir. Ah, bon, état des lieux. Hop, on passe ça. Pourquoi ça fait ça? Bon, maintenant, la télémédecine, je dirais, est plébiscitée. Je vous mets quelques dates. 70, je vous mets quelques chiffres, 70%, mais vous trouverez tout ça. Ce n'est pas la peine de… Est-ce la révolution du soigner? Faire voyager les données. J'oserais dire, vous connaissez le triptyque données, les capteurs, groupements, centres de données, les analyses d'algorithmes, intelligence artificielle. Et aujourd'hui, c'est les points essentiels. C'est peut-être que c'est plus une évolution qu'une révolution. Révolution revolverée, retournement, c'est plus une évolution. On change de paradigme. La pratique médicale, et ça, toujours établie entre un soignant et un soigné, placés l'un en face de l'autre. En télémédecine, par définition, la distance s'instaure. On peut alors penser et faire autrement avec cette nouvelle pratique. La problématique nouvelle, c'est la distance. Mais le tout, et rien n'interdit de faire de la télémédecine avec empathie, de faire même circuler l'empathie. C'est l'accentuation du phénomène qui est déjà en cours de l'effacement du corps, La télémédecine, je vous l'ai dit, ce n'est pas la panacée, va devenir indispensable, mais ce n'est pas la panacée. Fondamentale, a dit Salomon. La télémédecine ne pourra jamais se substituer à une relation de soins, l'examen clinique, ça c'est sûr. C'est donc dans une perspective de complémentarité qu'il faut voir les choses. Alors, là, peut-être très vite, intelligence artificielle forte, vous connaissez tout ça. Je voudrais simplement que vous reteniez que dans l'intelligence forte, je voudrais dire, c'est comme un millefeuille. C'est des algorithmes qui se superposent en couches. Et surtout, retenez une chose, on est dans un système d'auto-apprentissage. L'intelligence artificielle faible, c'est des algorithmes simples, vous voyez, comme par exemple la télémédecine. Quelques explications. Oui, Descartes, merci. L'intelligence est le propre de l'homme, l'intelligence naturelle. Surtout, ce que je veux dire, c'est que c'est une histoire, c'est de l'intégration et non de la compréhension. Je répète, c'est de l'intégration et non de la compréhension. Ce qui veut dire que le discernement, nos trésors nationaux vivants que sont les médecins, notre discernement, il y a encore un peu de marge avant que les robots puissent le faire. Évolution technologique. Je préside le World, etc., Investors Club, le club mondial des inventeurs qui est basé au Canada. Je vois arriver du monde entier toutes les dernières inventions. Vous les connaissez pour la plupart, vous êtes tous ici, je le vois bien, hautement éclairés. Mais je voudrais attirer votre attention sur la dernière découverte que j'ai vue, qui est, je dirais, avec l'intelligence artificielle qui est combinée à la vidéo, qui permet de déterminer à distance par photo plétismographie. Ne vous inquiétez pas, technique d'exploration fonctionnelle vasculaire non invasive. Okay, là vous avez... Donc, qui étudie par traitement du signal vidéo
tout ce qui est les micro-vibrations de variation de la couleur de la peau, les calculs paramètres biologiques ou au moyen d'algorithmes et d'intelligence artificielle, mais aussi donc qui est sans capteur, des constances corporelles comme la fréquence cardiaque, la saturation d'oxygène de sang, le rythme respiratoire et les valeurs interpolées comme l'état de stress. Vous vous rendez compte où on est en train d'arriver? Alors, quelques aspects, il me reste encore 5 minutes, quelques aspects, le développement algorithme est un enjeu, on va aller tout de suite vers la fin, de l'aide au diagnostic avec la télémédecine à la médecine prédictive, pour quel pont obligatoire et le développement de l'intelligence artificielle forte. Donc, et là, j'en arrive, de l'aide au diagnostic à la télémédecine à la médecine prédictive, le pont obligatoire et le développement de l'intelligence artificielle forte s'appuyant sur le big data. La donnée, c'est la matière première. C'est aussi précieux pratiquement que le sang. On a bien des banques de sang, il faut des banques de données. Il faut protéger cette matière première. C'est une de nos plus grandes richesses. L'intelligence artificielle à la médecine offre une perspective essentielle à l'essor des nouvelles technologies. J'ai mis au point les 6 P: proximité, prédictive, participative, personnalisée, plurielle, préventive. Pareil que pour la médecine. Donc, simplement, là, il va rester peu de temps, donc vous le lirez, mais vous avez très bien compris et vous avez très bien vu ce que je veux dire par là. Donc, la consultation physique inclut un examen clinique qui se décompose en écoute, inspection, palpation, percussion, auscultation, avec l'écoute. C'est l'écoute. Seule l'inspection visuelle demeure, mais les moyens technologiques, capteurs connectés, photoplésimographie, permettent en partie de pallier sa disparition. Tout à l'heure, je vous parlais de l'effacement du corps. Ok? L'empathie. Je voulais arrêter là-dessus, parce que des conférences, des trucs, on en fait toujours plein et on se connaît tous presque, on sait exactement. Mais en fait, on parle très rarement de cette relation soignant-soigné. Je finis par là. L'empathie, c'est l'âme de la médecine, hein, comme dans la médecine. La télé permet de transformer les pratiques vers un humanisme médical qui ne s'oppose pas à la médecine digitale, mais se potentialise. Pas moi qui le dis, c'est Mattei. Et les mots entendre, écouter, observer, communiquer doivent s'incarner dans la pratique de la télémédecine. Écouter, du latin auscultare, c'est s'appliquer à entendre, être attentif, à tenir compte de ce que quelqu'un dit, exprime, désir. Auscultare découle l'auscultation, qui va naturellement s'adapter à la pratique de la télémédecine. L'écoute, c'est aussi ce qui fait écho. C'est le dialogue par la parole entre le soignant et le soigné. Ils communiquent. Les gamins, ils diraient, ils sont connectés. Dans la télémédecine, entendre, écouter, observer, communiquer sont les maîtres mots qui se conjuguent et se potentialisent dans cette relation soignant-soigné. Si vous avez retenu simplement ça de mon pauvre discours là, eh bien, j'aurais été un petit peu utile. Entendre du latin intendere, c'est appliquer son esprit à écouter, percevoir par lui, et donc mobiliser une attention, et même par extension, s'entendre. Vous voyez ma convivence, le vivre ensemble, c'est entretenir une relation de sympathie. Enfin, on ne peut par ailleurs oublier la leçon de l'illustre professeur Jean Bernard, membre de l'Académie et de la médecine, que j'ai eu la chance de rencontrer quand j'étais présidente du directoire de la Fondation pour la recherche médicale, et qui m'a marqué avec sa phrase célèbre: c'est de l'homme qu'il s'agit, c'est de l'homme qu'il s'agit. Donc, le mot de la fin, ça sera, je le prends justement à Mattei dans son dernier livre, et je suis à l'Académie des sciences morales et politiques avec eux, et aussi et avec Vacheron, avec le professeur André Vacheron. L'humanisme médical et la médecine digitale ne se potentialisent pas, mais se potentialisent. C'est de l'homme qu'il s'agit. Merci. Eh bien, merci bien, Madame Alajoine. C'est vraiment très intéressant parce que c'est là où on se rend compte que maintenant, on parle beaucoup de télémédecine, mais cette télémédecine, elle n'est pas née spontanément. Elle s'est construite sur les efforts de tous les pionniers, dont vous. Et c'est vrai que c'est ça qui nous permet maintenant d'être disponible pour ça. Alors, c'est intéressant parce que ce que vous nous avez dit sur le côté empathie, utilisation de l'humain, c'est très intéressant parce que justement, dans l'expérience Covidom, c'est un système où le patient va remplir son questionnaire tous les jours. Et quand il y aura une alerte, il va y avoir un jeune, un étudiant en médecine formé, qui va l'appeler et qui va éventuellement lui passer le médecin de la plateforme.
Et donc là, ce que les gens ont apprécié dans les 300 000 alertes que nous avons traitées, c'est ce côté humain, c'est ce côté effectivement de recherche de l'autre et qui a finalement inversé le paradigme où on est passé d'un élément où malade, vous avez besoin de chercher un médecin, vous sollicitez un médecin, et là c'est l'inverse, quand vous avez un besoin, c'est la plateforme qui vient vers vous. Et c'est ça la nouveauté effectivement de ce paradigme, et encore merci pour cela. Et petite histoire, en son temps, j'ai déposé la marque Convidom, mais j'ai laissé aller. Okay. Oh ben, c'est ça. Ben, écoutez, merci de participer à l'aventure. Sans transition, je vous propose de passer la parole à Madame Céline Lagré, qui nous fait l'honneur de venir au nom du ministère pour nous expliquer finalement où on en est de la télémédecine, quel texte, que pourquoi, que comment. N'oubliez surtout pas de faire en permanence, de poser vos questions. Je serai le porte-parole de vos questions, donc surtout n'hésitez pas à challenger nos oratrices et nos orateurs dont vous avez vu la grande qualité et surtout la grande expertise. Donc Céline Lagré, à vous. Bonjour à tous, donc Céline Lagré, je suis référente télémédecine au sein de l'Agence régionale de santé et je vais partager avec vous, du coup, vous présenter les différents types de télémédecine et l'utilisation de la télémédecine pendant le pic de l'épidémie Covid-19. Concernant les évolutions réglementaires de la télésanté, je voulais vous montrer en fait que l'année 2018 a été une année décisive. Effectivement, on passe d'un cadre expérimental à l'inscription dans le droit commun de la téléconsultation et de la téléexpertise. Si jusqu'en 2018, certaines exigences spécifiques à la télémédecine existaient, avec néanmoins la nécessité de conventionnement entre les acteurs réalisant des actes de télémédecine et la nécessité de contractualisation avec l'ARS, ces conditions ont été supprimées en 2018. Le décret 2010 définit les actes de télémédecine et les modalités d'application de ces actes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir de septembre 2018, la téléconsultation est rentrée dans le droit commun et en février 2019, dans des modalités spécifiques que je vous expliquerai dans la suite de mon diaporama, la téléexpertise est aussi rentrée dans le droit commun. Néanmoins, la télésurveillance reste dans un cadre expérimental qui est étape. 5 cahiers des charges définissent les conditions de mise en œuvre des activités de la télésurveillance pour 5 maladies, que je vous définirai plus tard. On parle aujourd'hui de la télésanté. La télésanté, regroupe la télémédecine et le télésoin. La télémédecine se décrit comme un acte médical réalisé à distance au moyen d'un dispositif utilisant les technologies de l'information et de la télécommunication. Le télésoin est une forme de pratique de soins à distance utilisant les technologies de l'information et de la communication. Il met en rapport un patient avec un ou plusieurs pharmaciens ou auxiliaires dans l'exercice dans le cadre de ses compétences. On différencie en fait entre la télémédecine et le télésoin, c'est vraiment les acteurs qui participent du coup dans ces pratiques. Effectivement, quand on parle de télémédecine, il s'agit d'un professionnel médical. Pour le télésoin, il s'agit en fait d'un pharmacien ou d'un auxiliaire médical. 5 actes ont été définis dans le décret de 2010 qui définit en fait les actes de télémédecine et les modalités d'application de ces actes. On a la téléconsultation, la téléexpertise, la télésurveillance médicale, la téléassistance médicale et la régulation. Concernant le télésoin, les décrets et les arrêtés sont en cours de rédaction et un avis récent a été rendu par l'HAS, que je définirai plus tard. Concernant la définition des actes, la téléconsultation permet une consultation entre un médecin et un patient assisté ou non d'un professionnel de santé. La téléexpertise met en relation 2 professionnels médicaux pour un avis concernant un patient. La télésurveillance médicale permet à un professionnel médical d'interpréter à distance des paramètres médicaux recueillis sur le lieu de vie du patient. La téléassistance médicale permet à un professionnel médical d'assister à distance un autre professionnel de santé. La régulation médicale, quant à elle, est assurée par le centre 15. Comme je vous le disais, donc le décret du 13 septembre 2018 a permis l'entrée en vigueur et a supprimé l'obligation de contractualisation avec les ARS, supprime l'obligation de conventionnement entre les professionnels de santé et facilite la facturation des actes de télémédecine puisqu'elle a permis en fait de ne pas obliger
d'apposer la signature de l'assuré sur la feuille de soins qui facilitait en fait la facturation. L'avenant 6 et récemment l'avenant 8 à la convention médicale inscrit dans le droit commun la téléconsultation et la téléexpertise et définit les conditions à respecter pour bénéficier d'un remboursement ainsi que les modalités de mise en œuvre des exceptions que je vais vous exposer plus tard. Donc, depuis le 15 septembre 2018, la téléconsultation est remboursable et concerne tous les médecins, tous les patients et s'applique à toutes les situations médicales compatibles à cette pratique. Depuis le 10 février 2019, la téléexpertise est remboursable dans un premier temps pour certaines catégories de personnes. Principe de la téléconsultation. Donc, la téléconsultation doit être faite par un moyen de vidéotransmission pour être remboursable par l'assurance maladie. Les médecins concernés sont les médecins libéraux, les médecins salariés d'établissements de santé dans le cadre de consultations externes et les médecins salariés de centres de santé. Qui est concerné? Quels patients? Donc, tous les patients, pas uniquement réservés aux patients en ALD, ceux pouvant, dans ces cas échéants, être assistés par un autre professionnel de santé. Ce n'est pas une obligation. Pour pouvoir ouvrir les droits à la facturation à l'assurance maladie, les patients bénéficient d'une consultation doivent être soit orientés par un médecin traitant ou soit être connus par le médecin téléconsultant, c'est-à-dire ayant bénéficié au moins d'une consultation avec lui en présentiel dans les 12 mois précédents. Il s'agit de conditions pour être remboursé par l'assurance maladie. Il existe néanmoins des exceptions. Dès lors, en fait, il y a une consultation avec un spécialiste en accès direct, tel qu'un gynécologue, un ophtalmologue, un stomatologue, un chirurgien oral ou chirurgien maxofacial, un psychiatre ou un neuropsychiatre ou un pédiatre. Pour les patients âgés de moins de 16 ans, les patients résidents, donc ça c'est récemment en fait l'avenant 8 à la convention médicale qui a introduit et précisé cette exception. Donc pour les résidents en EHPAD ou les personnes issues, résidents, les ESMS handicap ou les personnes détenues, ou dès lors qu'ils sont dans l'une des situations suivantes, s'ils ne disposent pas de médecin traitant ou si le médecin traitant n'est pas disponible dans un délai compatible. Pour toute cette situation que je viens de décrire, la téléconsultation peut être proposée aux patients dans le cadre d'une organisation coordonnée territoriale qui est définie dans l'avenant 8. L'avenant 6 aussi, mais l'avenant 8 reprécise en fait qu'est-ce que la coordination territoriale. Concernant la téléexpertise. La téléexpertise, donc pour rappel, c'est l'avis qui est sollicité par un médecin sans la présence du patient. Les médecins concernés sont tous les médecins, quel que soit leur secteur d'expertise et leur spécialité médicale. Les patients concernés, par contre, on a là eu un déploiement de la téléexpertise en étapes où, à partir de février, seuls les patients, soit en ALD, atteints de maladies rares, résidents en zone sous-dense, résidents en EHPAD ou en structure médico-sociale ou détenus, peuvent bénéficier du coup d'une téléexpertise et que celle-ci peut être valorisée par l'assurance maladie. Concernant en fait l'ouverture de la téléexpertise, sachez qu'elle est en cours, il y a des négociations qui sont ouvertes et normalement ça devrait évoluer. Il existe deux types de téléexpertise, niveau 1 et niveau 2. Niveau 1 pour des avis donnés sur une question dite circonscrite, donc étude non approfondie d'une situation, telle qu'une interprétation d'une photo, d'un ECG, une surveillance cancérologique simple selon des référentiels. Niveau 2 pour un avis circonstancié face à une situation médicale complexe, une étude approfondie d'une situation. Exemple, suivi d'évolution complexe ou aggravation dans le cas d'un cancer, d'une plaie chronique, d'une maladie inflammatoire chronique, dans le cadre d'une adaptation d'un traitement anti-épileptique ou d'un bilan pré-chimiothérapie. Concernant la télésurveillance, donc je vous ai dit qu'elle était dans le cadre d'une expérimentation qui s'appelle ETAP, qui a pour objectif de cibler les patients à risque d'hospitalisation récurrente ou patients à risque de complications à moyen terme. L'objectif, c'est de parvenir à un état de stabilité de la maladie, voire d'amélioration par accès rapide, l'avis d'un spécialiste ou d'un expert dans son domaine, l'amélioration de qualité de soins et leur efficience, ou l'amélioration de la qualité de vie
du patient. Les 5 cahiers des charges qui ont été définis et qui décrivent la mise en œuvre de l'activité de surveillance, elle est pour les patients en insuffisance respiratoire chronique, en insuffisance cardiaque chronique, les patients en insuffisance rénale chronique, les diabétiques et les patients porteurs de prothèses cardiaques implantables à visée thérapeutique. Les éléments communs de ces cahiers des charges, c'est le choix de patients les plus sévères, nécessité d'une action d'accompagnement thérapeutique, des systèmes de recueil automatiques avec des algorithmes et une tarification forfaitaire par patient et par semestre des actes de télésurveillance, de l'accompagnement thérapeutique, et il y a une valorisation aussi de l'industriel. Pendant l'état d'urgence, donc si je vous ai dit que 2018 était un tournant pour la télémédecine, on va constater aussi que 2020, avec le Covid-19, a été aussi un accélérateur pour le déploiement de la télémédecine. Plusieurs dérogations ont eu lieu en fait pendant l'état d'urgence. Donc, certains pour faciliter les usages, tels que la dérogation de l'avenant 6 pour les patients Covid positifs ou négatifs. Les professionnels de santé peuvent recourir à une téléconsultation sans connaître préalablement le patient. Il y a une prise en charge aussi à 100% des actes de téléconsultation pour favoriser le déploiement. Et la téléconsultation par téléphone a été autorisée pour lutter contre la fracture numérique. Il y a eu une extension aussi des téléconsultations. Les consultations en fait complexes et à vie ponctuelle ont été permises. L'ouverture de la téléconsultation des sages-femmes a été possible, avec la prise en charge des téléconsultations pour l'examen prénatal, des séances de préparation à la naissance et pour la prise des médicaments dans le cadre d'un IVG. Concernant la téléexpertise, il y a eu une ouverture du coup de la téléexpertise pour les patients présentant des symptômes de l'infection ou reconnus comme atteints atteints du Covid. Il y a eu un déplafonnement, sachant qu'on a une limitation des téléexpertises, du coup, qui a été supprimée. Et il y a eu en fait un élargissement de la définition des patients qui pouvaient être inclus dans un cahier des charges concernant l'insuffisance cardiaque. Concernant les dérogations, certaines prennent fin au 31/12/2020, d'autres ont été abrogées telles que celle de la prise en charge de la téléconsultation par téléphone. Certaines, en fait, s'arrêtent au 31/10/2020, sachant qu'en fait, que l'ensemble est en cours de négociation. Et on peut supposer que celles qui devaient s'arrêter au 31/10 vont être poursuivies au 31/12/2020. Concernant le télésoin, progressivement, il y a eu une ouverture de la télésanté avec une permission donc, pour les pharmaciens, les médecins kinésithérapeutes, les orthophonistes, les orthoptistes, les pédicures podologues, les ergothérapeutes et les psychométriciens et diététiciens ont pu du coup aussi faire du télésoin. Donc, dans le détail, il y a eu du coup l'accompagnement infirmier à la téléconsultation avec une prise en charge à 100% des actes qui ont été possibles. En concernant les podologues, une ouverture de 2 actes de rééducation. Orthophonistes, il y a eu 4 actes qui ont été permis. Les pharmaciens, la possibilité du télésoin pour accompagner les patients qui étaient sous traitement AVK ou AOD. Les orthophonistes ont eu aussi, il y a eu un arrêté spécifique décrivant en fait tous les actes qui étaient permis, et de même pour les médecins, les masseurs kinésithérapeutes. Le télésoin a fait l'objet du coup d'un avis HAS qui a redéfini le télésoin. C'est la même définition que le télésoin est une forme de pratique de soins à distance utilisant les technologies de l'information et de la télécommunication. Il met en rapport le patient avec plusieurs pharmaciens et auxiliaires médicaux dans l'exercice de leurs compétences. Aucune situation de soins ne peut être exclue a priori du télésoin, à l'exception des soins nécessitant un contact direct en présentiel avec le patient, un équipement spécifique non disponible auprès du patient. Le télésoin est d'autant plus pertinent que la relation patient-professionnel est bien établie
Néanmoins, un premier soin à distance peut être pertinent dans certaines situations et certaines professions car il facilite l'accès aux soins. Le professionnel évalue si le télésoin est adapté au patient. Des critères d'éligibilité sont à vérifier en amont de la réalisation des actes de télésoin. Le recours au télésoin relève de la décision partagée du patient et du professionnel qui va réaliser le télésoin. Autrement dit, pour l'instant, aucune situation de soin ne peut être exclue a priori du télésoin. C'est l'avis rendu de la chaise. Concernant le suivi de l'acte de téléconsultation, on passe, ce qu'on peut noter, c'est qu'en janvier, donc avant la crise du Covid, on observait 17 000 actes de téléconsultation. Donc, je voudrais préciser juste que ces chiffres, en fait, c'est tous les actes qui ont été facturés auprès de l'assurance maladie. Sachant que les établissements, pour certains, ne parviennent pas en fait à facturer les actes, c'est à prendre en compte en fait dans l'exploitation des résultats que je vous présente. On constate une augmentation significative des actes de téléconsultation sur la région d'Île-de-France, avec une augmentation, on arrive presque à de 800 000 en avril 2020. Un fléchissement au mois de juillet et au mois d'août, je n'ai pas pu vous présenter les derniers, mais on constate une reprise d'activité en septembre. 89% des actes sont pris en charge par les médecins libéraux, 8% par les centres de santé et 3% par les établissements santé. 76% des actes sont réalisés par des médecins généralistes, 10% par des psychiatres, 3% par des pédiatres, 2% par des gynécologues et 2% par des dermatologues. Concernant les chirurgiens, on observe 12 607 actes de téléconsultation qui ont été facturés par des chirurgiens sur une période de 1 an à compter de juillet 2020. 524 chirurgiens ont au moins fait des actes de téléconsultation sur cette période d'1 an. Voilà, j'ai terminé sur ma présentation, mais juste quand on a l'année 2018, mais l'année 2020 qui, à mon avis, est aussi une année décisive où on constate une dynamique incontestable des actes de téléconsultation. Et même concernant les établissements, j'ai constaté en fait une organisation qui s'était mise en œuvre avec un déploiement massif de la téléconsultation. Eh bien, merci Madame Lagré. Merci bien. On ne dira jamais assez combien c'est difficile d'inventer tout le cadre pour permettre aux professionnels du soin de s'organiser. Et je crois que honnêtement, si la France a pu s'adapter si vite, c'est parce qu'on avait, même s'ils sont toujours imparfaits, au minimum un cadre réglementaire, un cadre législatif. Et donc ça, je crois que c'est vraiment le but des ARS. Alors juste une question, parce qu'on est vraiment un peu déjà en retard. Une question très simple à brûle pour point. Est-ce qu'on peut dire que la consultation d'anesthésie, elle rentre dans le cadre de vos dérogations? Alors, aujourd'hui, en fait, on a encore, concernant en fait l'avenant 6, du coup, on est dans le cadre on a, comme vous l'avez vu, cette condition sur la connaissance préalable du patient. Néanmoins, il y a des négociations qui sont en cours de discussion et du coup, ça devrait évoluer. D'accord. Eh bien, merci bien, Madame Lagré. Et voilà, à chaque fois, j'allais dire, on discute entre institutions professionnelles, tout ça, mais comme ça a été très, très bien dit par Madame Alajoanine, l'élément clé, c'est le patient dans tout ça. Et donc, j'aurais envie tout de suite de passer la parole à une représentante de patients, et je crois que ça, c'est un élément clé. Finalement, que pensent les patients de la télémédecine? Et sans plus attendre, je passe la parole à Madame Catherine Olivet, représentante des usagers. Bonjour à tous. Alors, je suis cet être un peu étrange au milieu de professionnels de haut niveau, puisque je représente les usagers depuis 12 ans dans différents secteurs de l'Agence régionale de santé. Et monsieur le professeur Henri Jean-Philippe a cru bon, au moment de la création de l'ORCA, de me demander d'être le représentant des usagers à l'ORCA. Je pense qu'au début, c'était un aspect un peu de démocratie ornementale, parce qu'il fallait avoir un représentant des usagers. Après, peu à peu, au milieu de ce monde très particulier que sont les chirurgiens, je pense que j'ai essayé de trouver ma place
à la fois respectueuse et parfois un peu Condescendante. discutante. Non, pas quand, jamais. Est-ce qu'un représentant des usagers Tant mieux. pourrait, non, mais d'être quand même un peu titillant voilà, le questionnement des chirurgiens. Alors, on l'a vu très bien d'ailleurs, aussi bien avec Guylaine Alajoigny qu'avec Madame, Madame Lebré. On voit bien que tous ces termes, téléconsultation, téléexpertise, télésurveillance, voilà, ça fleurit, ça explose. On n'arrive même plus à savoir lesquels sont avec visio et lesquels sont sans visio. C'est très bien, à part que, on l'a vu très clairement dans la présentation de Madame Lebré, tout ça, ça correspond à des instructions, des décrets, des tarifications, des critères d'autorisation. Quand vous lisez la liste sur le site de l'ARS, c'est tout à fait, du ministère de la Santé, c'est tout à fait intéressant. Quelques mots que j'ai mis en exergue qui sont la sécurisation des échanges, le circuit de factorisation, ça les usagers s'en foutent complètement. Du moment que c'est pris en charge pour eux à 100%, c'est la seule chose qui les importe. Mais ce qui est sûr, c'est que les obligations des chirurgiens, les obligations des médecins, les obligations qui tiennent tout ce vocabulaire de la télé quelque chose sont totalement inconnues des usagers. Et je retiendrai, par exemple, dans la liste de Madame Alajoigny, j'ai eu un mot qui m'a interpellée. Il y avait le mot prédictive, médecine prédictive. Voilà. Excusez-moi, approchez un peu de votre micro, Madame Olivet. D'accord, je suis trop loin, on m'entend mieux? C'est mieux. Oui, c'est mieux. Bon, j'étais trop loin. Alors, tout ça pour vous dire que, par exemple, le prédictif, nous avons tous vu pendant cette crise sanitaire depuis le mois de mars à quel point les prédictions, les maladies et les virus se moquaient éperdument des prédictions, des algorithmes et des statistiques. Donc, je mettrai un petit point d'interrogation sur la médecine prédictive. Et puis, il y a quelque chose qui est aussi très utilisé en chirurgie depuis longtemps, mais qui est tout à fait intéressant aussi, qui sont les consultations téléphoniques, alors qui sont parfois menées par l'infirmière de bloc, qui sont faites la veille de l'opération pour réactualiser les données qui ont été faites au moment de la consultation préopératoire du chirurgien et de l'anesthésiste, pour être sûr qu'il n'y a pas eu de modification, qu'il n'y a pas eu de changement. Il y a ces fameux appels téléphoniques du lendemain pour savoir qui est devenu indispensable dans la chirurgie ambulatoire en particulier, l'appel du lendemain. Simplement, j'attirerai votre attention sur le fait que tout cela n'est pas du tout architecturé, cadré, ni obligatoire. Et il y a des recommandations de sociétés savantes. Je suis souvent sollicitée par la FNAR sur ce genre de sujet, mais c'est vrai que c'est quand même extrêmement aléatoire. Chaque équipe chirurgicale fait sa petite cuisine, fait son petit mode d'emploi, voilà. Je citerai comme exemple du mauvais mode d'emploi, c'est l'appel le lendemain matin en chirurgie ambulatoire. Le lendemain matin à 8 heures, le patient répond, il est encore dans son lit. Donc, il dit qu'il va très bien. Et puis, une heure après, il se lève et là, il a un vertige, il se casse la gueule et il s'ouvre le menton sur le rebord de la table de nuit. Voilà. Ce que je veux juste dire, c'est que on voit bien qu'il y a une immense diversité des mises en œuvre d'un certain nombre de choses, certaines très cadrées, mais qui ont quand même des mises en œuvre variables. Et puis d'autres, et alors, je voudrais aussi insister sur le fait qu'on voit extraordinairement avec cette crise sanitaire. Vous savez, ça m'a fait tout de suite penser aux gueules cassées de la Première Guerre mondiale, où toute la chirurgie reconstructive, réparatrice, a trouvé là son cœur, son origine de départ.
part, et son extension extrêmement importante, y compris pour les femmes qui n'aiment pas leur nez. Mais voilà, cette crise sanitaire est probablement une source d'une grande richesse si chacun veille à ne pas oublier les essentiels. Et voilà les quelques questions que je me pose. Le devoir de loyauté dans l'information du patient. Ça, c'est une valeur de base indispensable, quel que soit le sujet, mais peut-être encore plus en chirurgie, où je dirais le corps du patient est à la merci, à la main du chirurgien, sous la compétence et la surveillance de l'anesthésiste réanimateur. J'aimerais vous dire à quel point la loyauté de l'information est essentielle. La clarté de l'information. J'aimerais attirer votre attention et quand moi, en tant que représentant des usagers dans divers hôpitaux publics d'Île-de-France, à PHP ou non, je vois l'incroyable niveau de faiblesse de la prise en charge des hôpitaux dans les handicaps et surtout des handicaps invisibles, handicap psychiatrique, handicap cognitif, tout bêtement handicap de la surdité, où le patient ne va pas vous dire qu'il n'a rien compris parce qu'en fait, il a entendu qu'un mot sur deux. Voilà, la clarté et être au plus près des malades pour repérer où sont leurs handicaps. Je ne parle pas du tout, bien sûr, du handicap qui s'ajoute, qui est le handicap linguistique, le jargon de Molière, le handicap numérique. Vous savez à quel point ça n'est pas que dans l'usage du numérique. Vous avez au cœur de l'Île-de-France des zones blanches où le numérique ne passe pas. Vous avez dans Paris des immeubles où vous n'arrivez pas à avoir Internet. Donc, j'aimerais attirer votre attention sur ce devoir de loyauté, ce devoir de clarté. Le recueil de son accord. Guylaine Alajoigny en a parlé, mais j'aimerais, dans une enquête qui a été faite pour ce webinaire, tous les chirurgiens disent à quel point, bien sûr, le recueil est essentiel, mais quel accord quand on ne sait pas ce à quoi on dit oui. Donc, la loyauté, la clarté de l'information sont les cœurs de l'obtention de cet accord éclairé, dit la loi. La garantie de sécurité du partage des données. Là encore, Guylaine a évoqué que la richesse, c'était les données. Eh bien oui, la richesse, c'est les données. C'est aussi le danger si on ne contrôle pas soigneusement la sécurité du partage de données. Et pas que des données médicales qui sont entre corps soignants, qui sont des données soumises au secret. Je vous parle même des données sociales. Vous ne pouvez pas ignorer, parce que c'est maintenant connu de tous, à quel point les personnes vulnérables, âgées ou handicapées sont la cible cruelle d'escrocs, sont la cible cruelle de vautours qui les guettent pour extorquer un certain nombre de choses. Méfiez-vous des données sociales partagées quand on sait que qu'on peut savoir que c'est une femme âgée, veuve, vivant seule chez elle. Vous n'imaginez pas les conséquences que ça peut entraîner. Voilà, un devoir d'information du médecin traitant. Je vous rappelle que c'est une obligation légale depuis longtemps pour toute personne opérée de quitter l'hôpital avec son bilan, sa lettre de sortie qui contient les informations essentielles pour qu'il y ait un suivi le soir même ou le lendemain. Eh bien, ce devoir d'obligation du médecin, ce devoir d'obligation de la personne de confiance et du proche qui va assurer le retour à domicile et la sécurité de la sortie, à plus forte raison quand on est en ambulatoire, la sortie d'hospitalisation le soir même ou le lendemain ou 2 jours après. Voilà, il y a vraiment ce sont des outils. Pour moi, la télémédecine, ce sont des outils
qui ne peuvent pas remplacer la relation humaine, mais qui peuvent l'augmenter en tenant compte de tous les freins et de tous les handicaps. Alors, en conclusion, si j'arrive à faire passer la diapo suivante, non, je suis allée un peu trop loin, voilà. Et bien, en conclusion, la télémédecine en chirurgie, oui, 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 pour moi, en tant que représentant des usagers à leur cas, c'est incontestablement quelque chose de dynamique et quelque chose qui peut apporter énormément de progrès pour venir au lit du malade là où il est et non pas le transférer parfois dans des conditions épouvantables. C'est oui, certainement, pas pour tous, ni partout. C'est un enjeu éthique extraordinairement important. Et pour mon regard de représentant des usagers, eh bien, il y a vraiment quelque chose sur lequel il faut s'accrocher, c'est la réduction des inégalités territoriales. Eh bien, un grand merci, Madame Olivet, pour ce moment d'humanité. Et je rebondirai sur ce que vous avez dit sur 2 points. Le premier, et nous, on l'a bien vu dans Covidom, avec nos 3000 volontaires, on n'avait pas la possibilité de voir le patient, mais on avait la possibilité de l'entendre. Et je dis toujours, quand on ne voit pas, on écoute mieux. Et je pense que ça a vraiment aidé ce côté-là et cette relation humaine. Et c'est ça qui a fait vraiment le plaisir des uns et des autres. Et je rajouterais que même pour les médecins qui venaient sur la plateforme, les patients avaient un rôle extrêmement important dans le stress des soignants. Et je vais vous dire, il y a plus d'un médecin qui m'a dit, grâce au travail fait auprès des soignants par téléphone, j'ai retrouvé le sens de mon engagement. Et je pense que ça, c'est un élément majeur. Cette relation au patient n'est pas que dans un sens, elle est dans les 2 sens. Et je pense que c'est ça vraiment l'élément auquel on peut avoir une co-contribution. Alors, sans transition, je vous propose de passer tout de suite, parce qu'on est un peu en retard, sur des vraies expériences pratiques, et en particulier sur la téléconsultation en anesthésie. Et là, je vais passer la parole au docteur Frédéric Lesachet, alors, qui fait partie du comité d'optimisation des parcours patients de la SFAR. La SFAR, c'est la Société française d'anesthésie réanimation. Et donc, encore une fois, élément clé, parce que l'anesthésiste, c'est le premier qu'on voit et c'est celui qui nous réveille. À vous, docteur Frédéric Lesachet. Bonsoir à tous, merci pour cette invitation pour communiquer sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Donc, comme vous le voyez, je fais partie du comité d'optimisation des parcours patients. Donc, c'est un groupe de travail au sein de la SFAR qui travaille sur l'ambulatoire, l'accélération des parcours, comment améliorer l'éducation de nos patients en préopératoire, comment leur faciliter la vie. Et c'est vraiment le cœur du problème, c'est faciliter la vie de nos patients, faciliter la vie de nos collègues chirurgiens qui nous adressent les patients, puisque je rappelle que la consultation d'anesthésie, ce n'est pas une fantaisie, c'est une obligation, et ce depuis 1994, et qu'un patient qui a une chirurgie programmée doit avoir un délai de réflexion minimal de 48 heures. Dans le mieux, c'est plusieurs semaines avant une intervention, et on a l'obligation de le voir. Et jusqu'à présent, on va dire jusqu'à début de l'année 2019-2020, l'obligation de le voir, elle était présentielle. Et la question qu'on se pose tous ce soir, c'est est-ce que cette consultation d'anesthésie, si particulière par ses enjeux, par ses craintes qu'elle peut lever, peut-elle être faite en téléconsultation? Peut-on communiquer avec nos patients, les rassurer, faire preuve d'empathie, recueillir toutes les informations qui parfois sont des informations capitales pour protéger ces patients durant leurs interventions? Alors, est-ce qu'on peut le faire? La Société d'anesthésie, elle s'était parfaitement, elle avait soutenu cette démarche dès 2017 en disant que cette possibilité devait être retenue pour les chirurgies à risque faible ou intermédiaire. Risque chirurgie faible, on pense canal carpien, cataracte. Intermédiaire, on peut penser prothèse de hanche, prothèse de genou, colectomie. Et on excluait, dans cette première recommandation, préconisation, on excluait la chirurgie, on va dire, cardiaque, aortique, à très haut risque, thoracique, ce qui était peut-être une précaution initiale. À la même époque, l'HAS nous expliquait que la primo-consultation ne constituait pas un motif d'exclusion. Et en même temps, le ministère des Solidarités et de la Santé, dès 2017, nous disait la téléconsultation doit se développer. Mais malheureusement, l'assurance maladie, le grand architecte, en étant financier du système, nous expliquait que si on n'avions pas vu le patient dans l'année, et je ne peux souhaiter qu'au patient de ne pas être vu plusieurs fois dans l'année par un anesthésiste, il n'y avait pas de paiement. En pratique, on se mettait une balle dans le pied. En 2020, je ne dirais pas par chance, on s'est tous souhaité une bonne année
le 31 décembre 2019, mais malheureusement, 2020 n'est pas un si bon cru. Pour la téléconsultation, peut-être. L'assurance maladie a évolué. Devant la panique générale, le risque de voir le virus se diffuser dans nos salles d'attente, il a été décidé que les téléconsultations étaient similaires à des consultations dans le cadre du remboursement et que donc, elles seraient prises en charge. Ce qui a grandement facilité la diffusion de la téléconsultation en anesthésie. L'ASFAR, au moment du déconfinement, a réalisé des recommandations formalisées d'experts auxquelles j'ai participé concernant la préconisation de l'adaptation de soins en période de Covid-19. Ces préconisations sont utilisées dans toutes les structures de soins actuellement. Elles concernent tant la prise en charge au bloc que le préopératoire, le dépistage des patients Covid ou pas, et elle s'est intéressée à la place de la consultation et de la téléconsultation. Et si on voit, en gros, qu'on soit Covid, qu'on soit en chirurgie urgente, en chirurgie reportable, en filière non Covid, la téléconsultation peut être proposée aux patients. Et je reviens sur ce qui avait été dit par l'oratrice précédente, excusez-moi. La téléconsultation ne peut pas être opposable aux patients, elle n'est pas obligatoire, mais elle doit lui être proposée comme un bénéfice à ne pas se déplacer, un bénéfice à avoir exactement la même information, la même qualité de prise en charge, la même qualité d'échange qu'en présentiel. Ça, c'est indissociable. Et d'ailleurs, les téléconsultations sont autorisées par téléphone, par visio, mais vous verrez un peu plus loin, un texte de l'ASFAR oriente vers une prise en charge de ces patients en visio. Il est important de les patients parce qu'on a quelques critères à recueillir de façon à l'examen physique qui peut être fait en téléconsultation et on a besoin de voir les patients. Je pense que c'est essentiel, comprendre qu'ils ont une compréhension de ce qu'on leur explique, leur faire répéter en visualisant, voyant s'il y a un accompagnant. Et puis, ça nous permet également de visualiser le cadre dans lequel ils téléconsultent. On ne peut téléconsulter dans un bureau en open space. On ne peut téléconsulter dans une voiture avec un chauffeur de taxi qui conduit. On ne peut téléconsulter dans un bar. On téléconsulte. Toutes ces expériences, c'est des expériences qui m'ont fait arrêter certaines consultations et reconvoquer le patient. Mais la téléconsultation nécessite la confidentialité des échanges. Et vous verrez, je reviendrai sur les modalités dans lesquelles on peut téléconsulter. Et aujourd'hui, moi, en anesthésie, je vais surtout m'attacher à cette consultation directe que l'on fait avec le patient, sans intermédiaire, sans facilitateur. Je ne parlerai pas de la téléconsultation en anesthésie avec les personnes qui sont en prison, avec un médecin qui va faciliter les échanges. Non, téléconsultation directe. Le patient est chez lui, sur un lieu de travail, dans une confidentialité, mais il est seul, en colloque singulier, avec le médecin qui est lui-même dans des conditions médicale, c'est-à-dire dans son cabinet ou dans une pièce qui permet la confidentialité des échanges. La téléconsultation, elle est tout à fait possible en anesthésie et je vais essayer de vous en convaincre. L'HAS définit des critères de qualité du dossier d'anesthésie. Et finalement, la question, c'est que devons-nous recueillir sur le dossier d'anesthésie et est-ce que toutes les informations peuvent être recueillies par une téléconsultation? Tout d'abord, le nom du patient et le nom de l'anesthésiste. C'est assez trivial, je pense que c'est réalisable en téléconsultation. L'évaluation des risques anesthésiques. Et là, il y a des patients qui me disent, mais il va falloir l'examiner. Si vous ne lui prenez pas la tension, comment allez-vous faire? Si vous ne l'auscultez pas, mais vous endormez quelqu'un sans ausculter, ben malheureusement, on n'en a pas besoin. On vous a peut-être fait croire que c'était indispensable. La tension prise dans une consultation d'anesthésie qui a lieu en 15 minutes sur un patient assis qui est en stress maximum parce qu'il a envie de savoir ce qui va lui arriver, n'est pas une pression artérielle particulièrement pertinente. L'auscultation ne change rien à nos décisions anesthésiques. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on travaille sur des scores d'interrogatoire. La consultation en anesthésie met au centre du jeu l'interrogatoire médical, qui est quasiment 90% de la médecine, c'est de l'interrogatoire. On doit interroger nos patients, les écouter. Et en les écoutant, on arrive à prendre des décisions. Par exemple, le score ASA que vous voyez sur toutes nos consultations, il s'obtient en recueillant les antécédents et le traitement des patients. Et je peux vous dire qu'un patient à la maison, il peut aller chercher son ordonnance à l'étage ou dans sa chambre, ce qu'il ne peut pas faire lorsqu'il s'est déplacé dans le cabinet et qu'il a oublié son ordonnance. Ses antécédents, il prend le temps de les retrouver. Et avec ça, on arrive à définir un risque, un score ASA. Le score METS, l'adaptation à l'effort, c'est poser la question au patient s'il est capable de monter 2 étages d'une traite sans douleur dans la poitrine, sans essoufflement. Si c'est le cas, il n'y a pas besoin d'exploration cardiovasculaire poussée. Le patient a une adaptation hémodynamique suffisante. Le score de lit,
Facteur de risque cardiovasculaire, c'est de l'interrogatoire. Les nausées, vomissements, le stop-bank pour les apnées du sommeil, le Caprini pour la thrombose, le risque hémorragique, c'est de l'interrogatoire. On n'a pas besoin de palper le foie du patient, d'écouter son ventre ou son cœur. Il n'y en a pas besoin. Ce n'est pas indispensable. Maintenant, si certains souhaitent le faire, compléter leur téléconsultation, ils peuvent l'arrêter et convoquer le patient. Ça n'est pas un problème. Mais il n'est pas indispensable d'examiner le patient, de l'ausculter pour réaliser une consultation d'anesthésie. Mais il est indispensable de prendre le temps d'interroger. De la même façon, l'évaluation des voies aériennes, c'est finalement la seule partie de l'examen physique. Vous allez me dire, mais comment ils font? Mais c'est simple, regardez, vous ouvrez la bouche, on voit mes dents, on voit ma luette, je peux définir un score de mal-empathie, je peux voir un état dentaire, je peux évaluer une ouverture de bouche. Évidemment, j'ai dû adapter mon examen clinique. Mais on peut tout faire, faire un profil, faire bouger un cou, on peut lever un patient, on peut regarder un tatouage qui serait placé sur un site opératoire, on peut faire plein de choses. On ne doit pas se limiter. Notre imagination est sans limite et on peut trouver des solutions à tous les problèmes. La télémédecine, avec l'évaluation des voies aériennes, ça marche. En 99, dans une période où la connexion était assez mauvaise aux États-Unis, 43 patients, ils évaluent des critères d'intubation pour des gens qui ont de la chirurgie ORL avec des intubations nasotrachéales. Les 43 patients, ce qui avait été vu en téléconsultation, s'avérait exact au bloc opératoire. De la même façon, le choix de la technique de contrôle des voies aériennes est donc faisable. Là, c'est tous les points retenus par l'HAS qui doivent figurer sur un dossier d'anesthésie. Le traitement habituel ou son absence, interrogatoire. On n'a pas besoin de voir les boîtes au cabinet, on peut voir les boîtes en visio. De la même façon, définir le type d'anesthésie générale. Une fois que vous avez tous les éléments précédents et que vous savez ce que vous faites à votre patient comme geste chirurgical, vous êtes capable de définir une anesthésie en accord avec votre patient qui doit pouvoir vous poser les questions et vous les informations. Voici le dernier texte qu'on a produit au sein de la Société française d'anesthésie et réanimation et qui insiste sur 4 points. Information du patient, définir des critères d'éligibilité par centre. Certains voudront voir proposons à tous les patients, certains proposeront aux patients jeunes, d'autres patients âgés, troisième. Chacun définit ses critères, mais réfléchit à ce qu'il veut voir ou il souhaiterait voir en téléconsultation. Pour moi, la téléconsultation en anesthésie et pour notre groupe, c'est de la vidéoconsultation avec authentification du professionnel, identification du patient et des accompagnants s'il y en a autour. Et puis la place de la visite pré-anesthésique, comme le soulignait l'oratrice précédente, Madame Olivet, la visite pré-anesthésique n'a pas besoin d'être la veille. Il faut arrêter de faire venir les patients la veille d'une intervention. Ça ne sert à rien. Moi, je travaille dans des centres où j'ai mis en place l'admission le jour même pour des chirurgies lourdes. Ça se fait depuis plus de 25 ans pour de la chirurgie cardiaque, pour de la chirurgie thoracique. Ça marche très bien. Arrêtons de faire venir dans les hôpitaux des patients qui attendent pendant 12 à 24 heures d'être opérés, qui vont manger parfois une nourriture détestable, qui vont attendre toute la nuit, qui vont être mis à jeun à minuit, alors que s'ils étaient chez eux, ils auraient le droit de boire un thé, un café. Donc arrêtons tout ça. Mais cette visite pré-anesthésique qui peut avoir lieu dans les minutes qui précèdent l'intervention, eh bien, elle doit être qualitative et elle doit revérifier tous les paramètres de la consultation, mais comme pour une consultation présentielle. Parce que quand on reprend les critères HAS, on se rend compte que dans certains centres, les consultations présentielles, il manque des données de qualité. Voici une expérience personnelle. C'est une expérience que j'ai réalisée dans un des centres où je travaille, la clinique Drouot-Sport. On utilise un prestataire de téléconsultation qui est Medavise, qui nous permet de sécuriser les données, de les échanger, qui est un prestataire français. Et on a proposé à tous nos patients, on n'a pas fait de sélection, on n'a pas décidé qu'un tel parce qu'il avait plus de 65 ans ou tel autre parce qu'il avait moins de 18. On l'a proposé à tout le monde et on leur a laissé le choix puisqu'on réalisait toutes les semaines une consultation présentielle pour offrir la possibilité d'être vu à tous nos patients. Ce qu'on a réalisé, c'est que 90% des patients étaient éligibles à une téléconsultation et que ceux qui ne l'étaient pas, comme ça avait déjà été souligné, c'était surtout des problèmes de connexion de smartphone. Ben pour ces patients, on ne va pas leur offrir un smartphone, on va maintenir pour l'instant du présentiel. Mais évidemment, il y a un vrai travail sur les outils de communication. Le deuxième résultat, c'est que vous allez voir, nous avions prévu 20 minutes par patient, ce qui est tout à fait confortable pour une consultation d'anesthésie. Ce n'était clairement pas des consultations à la va-vite, 5-10 minutes. La durée moyenne mesurée dans notre étude, c'était 15 minutes pour les patients. Il y avait des patients opérés de prothèses, des patients opérés de chirurgie de la main, de chirurgie de l'épaule, de tout type d'intervention, mais que de l'orthopédie. Et ce qu'on peut voir, c'est que les patients, on les voyait entre 10 et 14 jours. C'était dans un centre privé. Donc, grâce à la téléconsultation, on pouvait augmenter le nombre de patients qui rencontraient l'anesthésiste qui allait les endormir. C'est un énorme avantage dans notre métier. Et puis, ce qu'on peut voir, c'est que les patients étaient globalement ponctuels, étaient dans des lieux adaptés
et que dans de rares cas, il réalisait la téléconsultation en présence d'un tiers, dans à peu près 14% des cas. Et cette étude a été très intéressante parce qu'elle remet en question cette idée que les gens n'arrivent pas à se connecter, que certaines personnes âgées préfèrent venir. Non, c'est complètement faux. Le patient le plus âgé avait 97 ans, il était connecté, il a ouvert la bouche parfaitement devant sa caméra, il m'a donné tous ses traitements. Donc c'est possible pour tous, mais sur une base du volontariat du patient. On propose, il est d'accord, il fait une téléconsultation, il n'est pas d'accord, on ne l'impose pas. Ces deux études qui montraient que la téléconsultation en pédiatrie, c'est vécu comme quelque chose de très satisfaisant. Et la téléconsultation, quand on compare dans un système nord-américain où la consultation d'anesthésie n'est pas obligatoire, eh bien, les patients qui sont vus en téléconsultation tombent à un taux d'annulation de 0%. Finalement, quand on téléconsulte en anesthésie, on arrive à évaluer les risques, on arrive à connaître nos patients, on arrive à définir un parcours de soins et on arrive à les endormir. Et dans la structure dont je vous ai présenté les résultats, tous les patients rentrent 1 heure avant leur intervention. Il n'y a pas besoin de les faire venir 12 heures avant pour rattraper des erreurs de téléconsultation. Non, la téléconsultation est une pratique qui est satisfaisante. Alors, je ne vous cache pas qu'on a une implication très forte sur la formalisation de cette téléconsultation avec de l'information qui est envoyée aux patients, une feuille de synthèse qui reprend une feuille de route qui reprend tous les items que le patient doit faire. Il reçoit son ordonnance dentalgique de façon anticipée, qu'il soit en ambulatoire ou en sortie précoce le lendemain de son intervention. Il reçoit ses ordonnances d'anticoagulants, il reçoit toute l'information. Il a un contact permanent par mail pour nous rejoindre s'il y a une modification. Il a un numéro de téléphone de la clinique pour les modifications. Donc très clairement, la téléconsultation en anesthésie, elle doit être autorisée et remboursée. Il n'y a aucune raison qu'on en déroge. C'est une forme de scandale que la consultation en anesthésie a été exclue du fait de la non-connaissance du patient dans l'année. On ne va pas connaître tous nos patients de l'année. Il y a très peu de patients qui sont revus 2 fois dans une année par un même centre. C'est une simplification du parcours pour les patients. Ça a un impact écologique loin d'être négligeable qu'on est en train d'évaluer dans une étude sur le transport consacré à venir à une consultation. C'est une limitation du temps consacré par un certain nombre de gens qui sont ou actifs ou retraités, qui ont autre chose à faire que de se déplacer dans des cabinets médicaux, s'exposer au risque, prendre du temps, attendre parfois 120 minutes parce qu'ils sont arrivés en avance, parce que le médecin est en retard. La téléconsultation a un énorme avantage, elle vous oblige à être à l'heure. Parce que quand vous êtes en retard, le patient s'inquiète et pense qu'il s'est mal inscrit, qu'il s'est mal connecté. Alors, juste, je me permets de dire qu'il faut un peu qu'on accélère parce qu'on est un peu en retard. D'accord. Juste en quelques mots. Et formalisation des échanges. Et c'est une proposition alternative non obligatoire. Je vous remercie de votre attention. Eh bien, merci bien et sans transition parce que le temps nous presse. Après avoir vu l'anesthésiste, il faut aller voir le chirurgien et je passe tout de suite la parole au docteur Vincent Bonnet sur effectivement la prise en charge en chirurgie digestive par téléconsultation. À vous. Et en 10 minutes parce qu'il faut qu'on gagne du temps. Bonsoir. Tous ces échanges sont passionnés et faits par des personnes passionnantes. Donc, je vais aborder un sujet un peu différemment pour que vous puissiez encore garder votre attention 10 minutes. Et cela concerne la téléconsultation en chirurgie. Je ne parle pas de la télémédecine, je parle bien de la téléconsultation en chirurgie. Donc, il y a eu une première période, évidemment la période aiguë du confinement, la période aiguë, et les chirurgiens se sont retrouvés brutalement du jour au lendemain à devoir annuler toutes leurs interventions. Donc, pour qui s'adressait cette téléconsultation en urgence? Eh bien, pour tous ces patients déprogrammés et en plus déprogrammés pour une période indéterminée. De la même manière, cela pouvait s'adresser aussi aux patients qui étaient attendus en consultation et qui, étant confinés, ne pouvaient plus se présenter à cette consultation, que ce soit des patients déjà suivis ou de nouveaux patients. Et puis, de temps à autre, il y a besoin d'un avis spécialisé urgent chez un patient connu ou non. Il faut savoir qu'en chirurgie, dans la plupart des centres, les programmes sont remplis en avance, facilement 1 mois, voire 3 mois ou plus. Et il en est de même pour les consultations. Et les premières consultations, souvent, sont attendues sur une période de plus de 3 mois. Donc, peut-être que là, la téléconsultation va permettre de débloquer ce problème. La téléconsultation en chirurgie, maintenant pour les patients déprogrammés, en quoi a-t-elle consisté? Bien d'abord,
On a commencé par une période téléphonique parce qu'on n'avait pas d'autre moyen de prévenir les patients, que ce soit par téléphone et par courrier. Mais très rapidement, on s'est aperçu que les secrétaires médicales avaient des questions inquiétantes, inquiétaient des patients tous confinés et angoissés par ce virus, mais aussi par l'attente de leur opération, et qu'ils avaient besoin d'un avis en fait de leur chirurgien. Donc, après avoir consulté par le téléphone, heureusement, très rapidement dans notre établissement, et comme dans tous les établissements, on a pu mettre en place la téléconsultation pour voir nos patients et établir ce contact, ce vrai contact virtuel. À ce moment-là, on pouvait évaluer l'état de santé au jour J, mais également évaluer le délai possible de reprogrammation sans risque de perte de chance pour le patient. On a pu s'appuyer sur les recommandations, car toutes les sociétés savantes ont très rapidement établi des recommandations sur la priorisation des interventions dans cette période aiguë. Alors, on pouvait déterminer des délais semi-urgents et des délais retardés. En urgence, évidemment, la question ne se pose pas. On a 12 à 24 heures pour opérer un patient qui a peut-être un risque vital. Mais semi-urgent, c'est ce patient qui nécessite quand même une prise en charge assez rapide, en tous les cas, qui ne pourra pas attendre l'avis du déconfinement qui sera donné par le gouvernement à une date inconnue. Donc, les patients concernés, ce sont surtout les patients qui ont un cancer et pour lesquels nous avons maintenu des réunions de concertation pluridisciplinaires de carcinologie avec le soutien des recommandations savantes pour que, cas par cas, on puisse savoir si pour le patient, on pouvait reporter sa chirurgie et modifier la stratégie des chimiothérapies ou pas, ou s'il fallait vraiment l'opérer rapidement parce que c'était très dangereux d'attendre. Le patient lui-même étant fragile, avait très peur de venir à l'hôpital, donc il fallait vraiment l'informer, lui expliquer, le rassurer sur le fait que cette prise en charge était nécessaire et qu'elle serait dans des bonnes conditions. Nous travaillons sur un centre hospitalier qui appartient à un groupe hospitalier, ce qu'on appelle les groupes territoriaux hospitaliers des Yvelines Nord, c'est-à-dire que la moitié du département des Yvelines Nord, ce qui nous a permis, pendant le confinement, de choisir de dédier des établissements pour les patients Covid+, et des urgences Covid+, mais tous ces patients qui n'avaient pas le Covid et qu'il fallait prendre en charge, on pouvait disposer d'un autre établissement et les chirurgiens se sont déplacés dans un hôpital qu'ils ne connaissaient pas, dans le département, où ils ont été parfaitement accueillis, ils ont apporté leur boîte, leur matériel, ils sont venus également avec les infirmières de bloc opératoire et les anesthésistes qui se sont déplacés aussi. Ça nous a permis de nous rencontrer, de faire connaissance à l'intérieur du groupe hospitalier, alors que c'était pour le moment une direction administrative commune, mais les médecins et les chirurgiens se connaissaient peu. Et donc là, ça a favorisé ces échanges. Et on a pu comme ça prendre en charge ces patients à haut risque, que ce soit un risque carcinologique, un risque d'abcès, d'infection, de septicémie, un risque de saignement ou une maladie, une pathologie douloureuse qui ne pouvait être soulagée que par une prise en charge chirurgicale. Et puis, quand il y avait un délai possible supérieur, il fallait discuter avec le patient si ça pouvait être un délai d'1 mois, 3 mois ou plus, sans qu'il y ait un risque de majorer la difficulté opératoire ou un risque de complications ou de séquelles, en particulier en chirurgie orthopédique. Donc tout cela, c'est un échange qui demande beaucoup d'informations, d'explications avec le patient et ce contact de téléconsultation a été vraiment très rassurant et nous a permis aussi de nous réorganiser. Pour ce qui est des consultations, les patients prévus en consultation, eh bien, ceux qui étaient déjà suivis, nous les connaissions et donc on pouvait les évaluer et voir à ce moment-là si la situation étant simple et évoluant bien, ils pouvaient rester chez eux et on pouvait prendre un prochain rendez-vous dans un délai important. À l'inverse, si on détectait un problème, à ce moment-là, on pouvait organiser une consultation présentielle, même en période de confinement, mais sur un circuit organisé de consultations les plus protégées, les plus sécurisées sur le plan sanitaire pour pouvoir rassurer le patient dans un temps et un espace très sécurisés. Donc, pour les patients, à l'inverse, qui étaient d'autres qui étaient des premières consultations, eh bien, on les a pris aussi en consultation parce que ça permettait déjà de faire connaissance, de lire le courrier du médecin spécialiste qui nous les adressait, le médecin traitant ou le spécialiste, de commencer à expliquer quel serait le mode de prise en charge sur l'intervention qui était a priori prévue, même si l'examen clinique ne pouvait se faire ce jour-là. Et dans bien des cas, on pouvait être déjà amené à proposer d'avoir besoin de quelques examens complémentaires, que ce soit sanguin ou par imagerie,
pour organiser et préparer cette consultation présentielle. On peut aussi ainsi dire aux patients comment se passerait son opération et quelles seraient les contraintes organisationnelles. Ainsi, ces patients qui maintenant sont arrivés en rendez-vous depuis le déconfinement sont arrivés prêts, détendus et tout de suite euh, euh, également organisés en vue d'une date opératoire qui pourra leur convenir au mieux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur le centre hospitalier où je travaille, qui est représentatif de beaucoup de centres hospitaliers? Eh bien, il s'est passé d'abord cette coopération exceptionnelle qu'on a pu découvrir, vraiment vivre, pas découvrir heureusement, mais vivre avec l'administration. Parce qu'elle nous a permis en moins de 15 jours d'obtenir, mais ça a été un miracle, dans les hôpitaux généraux, vous imaginez, des ordinateurs, des doubles écrans, des webcams, des micros. Alors, je me suis demandé pourquoi avant c'était si compliqué. Est-ce qu'il y avait un grenier particulier, une cave, quelque chose? Non, nous, sur notre centre, en fait, nous avons des grands travaux d'agrandissement de l'hôpital et donc les commandes de matériel informatique étaient déjà fournies et nous avons pu disposer par anticipation de ce matériel. C'est une chance parce que s'il avait fallu commander ce matériel au moment du Covid, on ne l'aurait jamais eu. Donc, on avait le matériel, après, on avait aussi la formation. Et il a fallu former non seulement les médecins demandeurs, c'est-à-dire tous les médecins, chirurgiens, anesthésistes, tout le monde était intéressé, mais également les secrétaires médicales pour nous accompagner dans l'enregistrement et l'organisation de ces consultations. On disposait alors de 2 systèmes, de 2 plateformes, celle de l'Île-de-France, de l'ARS, qui était le système Ortif, et puis également déjà de Doctolib, parce que c'est le système qui avait été mis en place avant le confinement par le service de gynéco-obstétrique pour les prises de rendez-vous, et puis beaucoup de chirurgiens, certains chirurgiens ayant une activité privée utilisaient déjà ce logiciel pour leur consultation. Donc on avait 2 systèmes, mais c'est le système Ortif dans lequel tout le monde a été formé pour ces téléconsultations dans la période Covid. Et en parallèle, il y a eu un comité de pilotage qui nous a accompagnés et qui a fait régulièrement donc un travail d'évolution de ces consultations et qui nous a rendu il y a eu un comité de pilotage avec un retour d'expérience au 17 septembre que je vais vous transmettre ici. Alors voici donc le GHT, c'est un groupement hospitalier de 7 centres hospitaliers, dont 3 de chirurgie, médecine et obstétrique, c'est-à-dire Poissy-Saint-Germain, Meulan et Mantes pour les Yvelines Nord. Et les données chiffrées, les voilà. Donc vous avez le centre hospitalier de Poissy, le centre hospitalier de Mantes et le centre hospitalier de Meulan-les-Mureaux. Et vous voyez qu'entre le 19 mars et le 20 août, on était à 0 consultation avant, on est passé à 3650. Voilà. Donc, c'est un chiffre brut. Et on voit très bien aussi les périodes, comment avril et mai, ça a été en pleine accentuation. Et puis, ça a rediminué franchement en juillet et août, mais ça n'a pas disparu. C'est en train de se transformer. Alors, là, c'était le système Ortif. Et sur le système Doctolib, on a exactement la même évolution. Également, un total de 3650 consultations, donc moitié-moitié sur les 2 systèmes. Alors, toutes les spécialités ont téléconsulté. Vous voyez que l'anesthésie avait vraiment une participation importante et tout particulièrement pour l'obstétrique. Et puis, il y a eu 20% de participation par les chirurgiens, ce qui représente finalement la même proportion de consultations que hors période Covid, finalement, et hors téléconsultation. Donc, il n'y a pas eu une chute libre des consultations. Elles ont pu être honorées d'une autre façon grâce à la téléconsultation. Alors, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients au jour d'aujourd'hui? Eh bien, les avantages, c'est ce contact qu'on a pu avoir avec le patient, qui est rassuré et qui sait qu'il peut nous recontacter aussi selon ce système-là et redemander un rendez-vous de téléconsultation. La satisfaction, elle est partagée, ça vous l'avez largement entendu dans les conférences précédentes, et par le patient et par les soignants. On a une traçabilité dans le dossier que la consultation téléphonique, elle était un petit peu dans le vide. Et puis, il y a derrière cette téléconsultation une facturation par l'établissement. Les inconvénients, eh bien, c'est surtout au niveau, d'une part, de la charge actuellement du travail supplémentaire pour le secrétariat médical. En tout cas, c'est ce qui se passe pour notre centre hospitalier, parce qu'il faut préenregistrer le patient, il faut passer d'un logiciel dans l'autre pour le dossier médical et dans un autre logiciel encore pour la facturation. Donc, tout ça, c'est un travail qui est en cours pour essayer de simplifier et de décharger ce travail. Mais c'est vrai qu'il y a un partenariat avec le secrétariat médical qui est plus fort que dans les consultations habituelles. Il y a souvent, sur certaines plateformes, cela dépend, des difficultés d'échange des documents qu'on finit par renvoyer par courrier ou par mail parce que ce n'est pas tout à fait au point.
Et puis surtout, il y a 15 à 20% d'échecs de connexion, aussi bien avec le système Hortif qu'avec le système Doctolib, essentiellement parce qu'on a des zones blanches assez importantes, et puis chacun peut avoir des soucis d'informatique, que ce soit du côté patient ou de notre côté. Dans ces cas-là, on a fait ce qu'on appelle une consultation téléphonique maintenant, puisque la téléconsultation visuelle est bien supérieure. Alors aujourd'hui, que va devenir cette téléconsultation et demain? Alors vite surtout, parce que le temps nous presse. Alors là, on arrive sur le sujet un petit peu original, c'est la téléconsultation post-opératoire. Comme vous le savez, plus d'un patient sur deux est opéré en mode ambulatoire, et j'essaie de passer en... Ouais, ça marche. Donc, plus d'un patient sur deux est opéré en mode ambulatoire, ou même 2 sur 3 en hospitalisation très brève de 2 à 3 jours. Et la question qui se pose, c'est le patient qui va rentrer chez lui et à domicile. On sait que c'est au bout de 3 à 5 jours qu'il va commencer à s'inquiéter de beaucoup de choses. Donc, il y a une enquête qui a été faite avec l'ARS Île-de-France sur la chirurgie ambulatoire pour connaître les besoins médicaux des patients en post-opératoire à leur retour à domicile. Il est très rapidement apparu que l'appel du lendemain n'était pas très pertinent, puisque les patients au lendemain même vont souvent assez bien, mais qu'en revanche, entre J3 et J7, les ennuis commencent parce que les patients reprennent une vie active et réalisent à ce moment-là qu'ils sont un peu perdus dans la prise en charge et leur prise de médicaments en particulier, et vont rappeler à ce moment-là très facilement l'établissement, mais surtout très difficilement arriver à la personne qu'ils ont besoin de rencontrer, c'est-à-dire leur chirurgien. Les principales raisons étant la prise en charge de la douleur ou l'aspect de la cicatrice, parfois des saignements. Vous pouvez suivante, s'il vous plaît. Alors, on s'est rendu compte que cela dépendait des spécialités, mais que plus de 20% des patients avaient besoin de contacter une structure médicale, et qui ne contactaient l'hôpital dans la moitié des cas, mais dans l'autre moitié, ils allaient déranger un médecin traitant qui ne connaît pas cette chirurgie, ou bien leur infirmière qui n'est pas forcément apte à répondre à toutes ces questions. Donc, entre J3 et J5, il y a un vrai contact qu'il faut essayer de rétablir avec le patient. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, on s'est aperçu que cette consultation entre J5 et J7, que j'ai mis en place depuis la reprise de l'activité chirurgicale, permettait de rassurer le patient très rapidement, permettait que ce patient préparait ses questions, et donc on pouvait régler aussi bien des problèmes administratifs d'arrêt de travail ou d'ordonnance, mais également voir s'il avait développé une complication ou s'il était en train de poser un problème, qu'il fallait à ce moment-là le convoquer. Et ça permettait aussi, s'il allait très bien, au contraire, de programmer une intervention présentielle dans un délai beaucoup plus important, et c'est ce qui risque de nous arriver maintenant, qu'il va falloir, dans cette deuxième vague, probablement déprogrammer ou reprogrammer de façon précise. L'avantage pour le chirurgien, donc, c'est d'avoir cette rencontre avec ce patient, de lui réexpliquer l'intervention qu'il a eue et de réajuster éventuellement le traitement. Tout cela ne doit pas faire oublier que c'est avant tout basé sur l'importance du livret d'information qui a déjà été remis avant l'intervention et qui sera relu et éventuellement réexpliqué lors de cette consultation. Le message final, c'est de dire qu'en chirurgie ambulatoire, on peut se poser la question de la pertinence de l'appel du lendemain, qui est très chronophage pour le personnel paramédical, et que cette transformation en téléconsultation chirurgicale précoce permet de résoudre beaucoup de problèmes pour le patient, de le rassurer, mais également de rencontrer éventuellement une infirmière à domicile en téléconsultation, parce qu'elle va faire son soin et on va s'arranger pour qu'elle vienne au moment de la téléconsultation. Et quand on parle des rapports entre la médecine de l'hôpital et la médecine de ville, c'est l'occasion ou jamais de rencontrer les infirmières de ville, et j'ai eu des échanges très fructueux sur la qualité des pansements qu'elles peuvent prendre en photo et nous transmettre vraiment l'évolution de cette cicatrisation. Ensuite, on pourrait se poser la question de faire une étude sur l'évaluation de cette consultation post-opératoire qui permettra de délester un peu nos consultations trop chargées et d'ouvrir de la place pour les nouveaux patients qui ont besoin d'être vus dans un délai plus proche. Voilà, donc ça c'était l'essentiel de ce message un peu original pour cette consultation post-opératoire dans le cadre de la chirurgie ambulatoire ou de courte durée. Bien, grand merci, et on voit bien la capacité, voilà, on voit bien la capacité d'adaptation des chirurgiens. On dit toujours un chirurgien sait tout faire, et donc maintenant on en a la preuve. Alors, sans transition, et puis parce que Madame Lagré nous a parlé justement de tous ces éléments de télésoins,
je passe la parole à Madame Aude Quesneau, donc, pour nous parler de la télékinésithérapie. Donc, à vous, en 10 minutes et pratique. Oui, bonjour à tous. Donc, on va aborder la télékinésithérapie, qu'on appelle aussi la télérééducation, et on va le faire à partir de l'expérience du printemps et à partir de quelques données internationales. La question qui s'est posée en fait au printemps et en urgence était de savoir en fait comment on allait pouvoir poursuivre la continuité des soins en kinésithérapie sur des patients opérés, alors que ces patients étaient soit sortis extrêmement précocement des services de médecine physique et de rééducation, ou que ces patients étaient passés directement des services de chirurgie à la maison. Vous vous en souvenez, à cette époque, les cabinets de kinésithérapie avaient été fermés et le Conseil national de l'ordre avait préconisé qu'on prenne à domicile les patients soit fragiles, soit qui ne pouvaient avoir d'interruption de soins. Alors, c'était un petit peu compliqué à mettre en place puisque sur les 90 000 kinés qui travaillent en France, il y a 15% de salariés, 80% de libéraux et 3% de libéraux qui exercent uniquement à domicile. L'autre souci qu'on a tous connu, c'était quand même une pénurie importante de matériel. Et enfin, le troisième point, c'est que les patients avaient peur ou appréhendé et on préférait se mettre aussi à un moment donné en retrait par rapport à ce qu'on pouvait proposer. Alors, comment c'est organisé? Pour les patients hospitalisés qui avaient de la rééducation et qui étaient Covid, ils ont été pris en charge classiquement dans les unités Covid. Et en tout cas, notre expérience à l'hôpital de la Porte Verte à Versailles, c'est qu'on a mis en place extrêmement rapidement la télékinésithérapie à la demande des patients essentiellement. Alors, on a fait des choses assez simples, c'est-à-dire qu'on a utilisé Doctolib. Le patient recevait un lien chez soi, il se connectait sur Zoom. Alors, au début, les patients se connectaient sur leur téléphone et assez vite, en fait, ça s'est un petit peu amélioré. On a pu travailler avec leur ordinateur ou avec des tablettes. Alors, comment ça se passe? Le kinésithérapeute est là, un stagiaire en l'occurrence, voit le patient en direct à son domicile et on propose des séances d'exercices qu'on aurait fait en présentiel et en corrigeant le patient et en l'aiguillant sur ce qu'il peut faire. L'avantage aussi, c'est qu'on utilise le matériel du domicile. Ça veut dire que le patient, en dehors de ces séances qui sont de l'ordre de 2 à 3 séances par semaine, a un programme d'exercice à réaliser de manière autonome ou avec son conjoint ou avec un membre de la famille au moins 2 fois par jour. Alors, bien sûr, l'accord du patient a toujours été demandé à l'oral. On n'a enregistré aucune séance, c'était un peu rapide et un peu vite, on ne savait pas trop comment faire. Et par contre, on a tracé systématiquement dans le dossier du malade les objectifs de la séance ou le bilan réalisé au cours de ces séances. Alors, les textes sont arrivés un petit peu après. Donc, en gros, pour les kinésithérapeutes, il y a une quinzaine d'actes qui ont été autorisés, qui sont remboursés à 100% par la Sécu. Pathologie orthopédique, déviation du rachis chez l'enfant, les pathologies rhumatismales, les pathologies telles que l'hémiplégie, les problèmes respiratoires et les affections neurologiques. Alors, en gros, nous, dans notre expérience, les patients qui ont été rééduqués en télékinésithérapie, c'était essentiellement des arthroplasties, soit de hanches, soit de genoux, des arthroplasties d'épaule, des fractures, membres supérieurs ou membres inférieurs, et des rachis opérés. Je vous disais qu'il y avait 2-3 séances par semaine, 45 minutes, 30 à 45 minutes, et un programme évolutif d'exercice qui était réalisé de manière autonome par le patient 2 fois par jour, en dehors des séances de télékinésithérapie. Alors, on n'a pas beaucoup de chiffres sur ce qui s'est passé en kinésithérapie en France, en tout cas, je ne les ai pas retrouvés. Et par contre, j'ai essayé de voir un petit peu ce qu'avaient fait nos amis canadiens qui ont souvent de l'avance sur nous et qui nous ont proposé des choses extrêmement intéressantes. Donc, j'ai repris les travaux qu'avait fait le professeur Toussignan à l'université de Sherbrooke et il a étudié donc les résultats obtenus après des séances de télékinésithérapie comparées à des séances traditionnelles. Il y a eu 208 patients qui ont été opérés d'une prothèse de genou, 104 ont bénéficié de la kinésithérapie classique et 104 de télékinésithérapie. Et alors, à notre grande surprise et un peu à notre désarroi, on s'est rendu compte que les résultats étaient absolument identiques, tant sur le gain en extension qu'en flexion au niveau du genou, sur la force musculaire et sur des indices de qualité de vie ou des indices fonctionnels. C'était des auto-questionnaires remplis par le patient qui sont les questionnaires de Koss ou de Gomack.
Donc, intéressant pour les patients, surprenant pour notre profession parce que c'était une vraie première, c'était les consultations au printemps. Alors, d'autres domaines d'application un peu plus confidentiels à ce jour, c'est les programmes de rééducation, d'autorééducation après chirurgie du sein, c'est la femme, où là encore, on s'aperçoit que sur les premiers résultats, même si les études sont en cours, la qualité de vie semble nettement améliorée par la télékinésithérapie. Les Canadiens sont allés un petit peu plus loin que nous, c'est-à-dire qu'ils ont également, par ce système, commencé à rééduquer les insuffisances cardiaques ou les problèmes cardiaques, ce qu'on n'a pas eu l'autorisation de faire en France, ce qu'on n'a pas débuté. Et la seule particularité, c'est que là, le kinésithérapeute avait aussi, en mode synchrone, en télékinésithérapie synchrone, accès à la fréquence cardiaque et à la saturation du patient. Et les Canadiens ont mis un système en place aussi que je trouve intéressant, sur lequel on n'est pas encore prêt, c'est un protocole d'urgence à la maison pour ces situations un peu à risque où le patient peut être suivi et coordonné par l'établissement qui a prescrit la prise en charge de rééducation. Alors, dans les outils actuels, on a le mode direct ou synchrone qui est celui qui a été utilisé, je dirais, exclusivement par les kinésithérapeutes au moment du Covid, avec une transmission en temps réel, une correction en temps réel des exercices et des évaluations régulières. Je crois qu'elle a été utilisée de façon un peu indifférenciée, Zoom, WhatsApp ou FaceTime. Le mode indirect ou asynchrone, où là il y a une interface, n'a pas été utilisé à ce jour, pas de façon nette en tout cas. Les patients de temps en temps ont eu des capsules d'exercice ou des tutos d'exercice à réaliser seuls de façon autonome, mais sans vraiment interaction avec un professionnel, ce que je trouve un petit peu light, je vais dire, comme prise en charge. Alors, on est toujours sur le principe du patient au bon endroit au bon moment pour sa prise en charge. Et je pense qu'il y a encore des questions qu'on doit se poser. C'est d'aller très vite. Les questions qu'on peut se poser, c'est l'accessibilité visuelle et audio des patients. C'est l'alphabétisation numérique des patients et des aidants, qui est encore un point peut-être à développer. C'est nous, l'évaluation clinique qu'on arrive à faire à distance. On n'y est pas habitué. Est-ce qu'il faut être un peu plus formé et sensibilisé pour vite déterminer les drapeaux rouges qui vont nous amener à renvoyer le patient au chirurgien ou au prescripteur assez rapidement. C'est bien sûr l'accord du patient qui est une priorité. Nous l'avons eu jusqu'à présent à l'oral sans autre démarche. Et comme je vous le disais, ce qui me paraît intéressant, c'est peut-être ce protocole d'urgence à développer à la maison dans certaines situations un petit peu à risque. Alors, en conclusion, je pense que cette première expérience en télékinésithérapie au printemps a été quelque chose d'assez positif et assez bénéfique. Je pense qu'on a encore un gros travail à faire pour peut-être mieux cerner les limites de la télékinésithérapie. Par exemple, un patient avec un lourd handicap physique, ça ne me paraît pas indiqué. Un patient avec des troubles cognitifs, ça me paraît aussi extrêmement compliqué. Et peut-être de développer d'autres choses, comme par exemple l'éducation préopératoire à distance. Donc, ces notions d'éthique et d'équité, d'accès aux soins à développer, cette formation et cette sensibilisation des kinésithérapeutes à ces drapeaux rouges qui devraient alerter et ramener le patient dans un circuit, on va dire, plus traditionnel. Et le fait aussi peut-être, sous la responsabilité du kinésithérapeute et avec le choix du patient, de pouvoir avoir ces prises en charge en mode présentiel, en mode télékinésithérapie, voire un système un petit peu mixte qui reste encore à approfondir et à définir. Je vous remercie. Eh bien, un grand merci. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que finalement, ce n'est pas le côté médical qui fait l'utilité de la télémédecine, c'est le côté soignant. Donc, encore une fois, bravo. Alors, on se dit sans transition, pour voir le kiné, il faut survivre à l'accident vasculaire cérébral initial. Il faut pouvoir être traité par le neurologue. Et sans tarder, sans transition, je passe tout de suite la parole à nos collègues neurologues et en particulier au docteur Crassard pour nous dire en 10 minutes l'impact de la prise en charge en urgence à distance par télémédecine. À vous. Il faudrait bien réactiver votre micro en bas sur la gauche de votre... C'est bon. Ok, excusez-moi. Donc, bonjour et merci pour cette invitation pour moi-même et pour le docteur Chic, qui est urgentiste et animatrice de filière. Donc, nous, pour les AVC, on a eu le fameux plan AVC, avec donc la nécessité de garantir un accès aux soins très rapide pour les patients qui faisaient un AVC, notamment pour qu'ils aient la thrombolyse. Donc, bien sûr, c'était très pratique s'ils arrivaient dans les UNV, mais il y avait tous ceux qui arrivaient dans les autres établissements. Et donc, dans ce cadre-là,
il y a eu la mise en place du projet régional Ortif Téléneuro, avec donc la possibilité d'avoir des avis très rapides pour les patients qui arrivaient dans des services d'urgence sans neurologue, avec des transmissions d'images donc vers une UNV avec des neurologues, mais également la possibilité, le développement de téléconsultation avec un neurologue et l'accès à des expertises soit de neurochirurgie, soit de neuroradiologie interventionnelle par les mêmes canaux, avec une possibilité de communication dans de nombreux sens. Ce projet, ce n'était pas seulement pour la prise en charge des AVC, mais pour remplacer TELIF, qui était l'outil utilisé depuis très longtemps dans la permanence de soins de neurochirurgie, qui n'avait plus les qualités requises par les différentes évolutions. Et puis, c'était aussi dans le but de répondre aux besoins de recours pour toutes les autres pathologies neurologiques. C'était la première phase du programme Ortif, donc pour ensuite le mettre à disposition d'autres spécialités médicales. Alors, vous voyez, là, ça s'est déployé de façon progressive. Là, je vous montre ce qui s'est passé entre 2015 et 2017, avec donc là, pour en bleu, le nombre d'avis pour les télé-AVC, pour l'AVC qui s'est donc majoré de façon très progressive. Et puis, vous voyez que très rapidement, les avis pour tout ce qui est neurochirurgie ont été très importants, avec près de 15 000 demandes. Et à partir de 2015-2016, on a vu apparaître les avis les demandes d'avis pour la neuroradiologie interventionnelle dans le cadre de la prise en charge en urgence pour la réalisation des thrombectomies. Alors, Ortif, c'est maintenant un outil qui est simple pour nous. On s'identifie sur notre ordinateur. Si on est dans un autre établissement en point de garde, on a un accès hors établissement qui est sécurisé. Ça peut être aussi le cas si on est à la maison en astreinte, on peut avoir accès la nuit ou le week-end. Il y a également la possibilité d'avoir l'application Ortif qui permet de créer des demandes, mais également de les recevoir, d'y répondre, de regarder les images, voire de dicter les comptes rendus. En pratique, on crée un télédossier, on demande par exemple un avis neurochirurgical ou un avis pour un AVC, ou bien tout simplement on veut un transfert d'image. Si on demande un avis, on remplit quelques données pour que le recevant puisse avoir les descriptions cliniques. Actuellement, Ortif en neurologie, donc ça répond vraiment à l'expertise neurologique avec des avis qui sont donc en neuroradiologie, en neurochirurgie, sur un transfert d'image seul, la neuroimagerie, mais également avec des visioconsultations, notamment pour les AVC et pour des pathologies qui sont moins urgentes. C'est vraiment un appui à la permanence de soins en neurochirurgie. Avec, vous voyez ici là, les services de neurochirurgie en rouge qui sont dans Paris Intramuros et dans la petite couronne, avec donc tout l'accès des services d'urgence avec ces centres d'expertise. Mais c'est aussi des possibilités de RCP dans nos spécialités et possibilités de staff entre établissements. Alors, un petit focus sur la visioconsultation. Donc, le patient est aux urgences, il est examiné par l'équipe des urgentistes, il y a la caméra qui le filme et cette image arrive dans l'unité neurovasculaire où le neurologue peut examiner le patient éventuellement s'il a besoin et peut voir les images et donc prendre des décisions urgentes de thrombolyse ou de thrombectomie. En pratique, en visio, où on en est dans la région. Donc ça, je vous montre les résultats d'une enquête qui avait été menée par Karima Chic et par le docteur Céline Bellem, qui est l'animatrice de filière pédiatrique dans la région. Et vous voyez que donc tous ces centres, toutes ces UNV ont Ortif, mais dans la plupart, ils avaient également la visioconsultation, donc la possibilité de communiquer avec les services d'urgence des allers-retours. Et vous voyez que sans surprise, ces réseaux de téléconsultation se sont beaucoup développés en grande couronne, avec notamment l'UNV de Meaux et l'UNV du CHSF. Alors, cette enquête avait également identifié des points forts et des points faibles. Donc, point fort, c'est un accès facile, un transfert d'images, une traçabilité, un problème d'accès à un aspect médico-légal très important, et puis quand même quelques points faibles avec notamment la lenteur du chargement des images. Donc maintenant, je propose à Karima Chic de vous présenter l'expérience du CHSF. Bonjour à tous et merci pour l'invitation. L'essentiel a été dit par Isabelle Crassard. Donc, je suis Karima Chic, l'animatrice de la filière AVC du CHSF, Centre hospitalier sud-francilien à Corbeil. L'essentiel a été dit par Isabelle Crassard. Moi, je passe un peu à l'action et ce qui se passe sur le terrain. Là, comme vous voyez, 945 télédossiers, téléexpertises. Donc, c'est des patients qui ont été expertisés par le neurovasculaire de Corbeil pour les urgences de Provins, Montereau, Melun, Fontainebleau. Donc, tout le Sud 77, 30% des patients de l'UNV de Corbeil
sont originaires du Sud 77. Donc, un patient qui est dans le 77 Sud qui fait un AVC, il n'y a pas de problème, il est pris en charge par la télémédecine. On peut agir dans l'urgence. Il peut y avoir la téléthrombolyse. Après, il sera transféré au Sud francilien ou d'ailleurs au neuro-radio interventionnel. On va aller jusqu'à Roumier aussi et on a, comme vous voyez, l'Essonne. Grâce à Ortif, on travaille aussi avec les neurochirurgiens et les neuroradios interventionnels. Alors, sur le terrain, comment que ça se passe? On a entendu transfert d'image, on a entendu aussi téléexpertise. Vous savez que par certains AVC, surtout la fosse postérieure, l'examen est difficile et quand l'urgentiste il se retrouve avec un examen difficile, et ben, grâce à la visioconsultation, on peut apporter une expertise et une prise en charge spécialisée et on passe à l'image, à la visio. On regarde en haut, s'il vous plaît. On regarde en bas. Voilà. Est-ce que vous pourriez tenir les paupières et refaire la gauche-droite lentement, s'il vous plaît? Excusez-moi, il ne va pas complètement. Oui, mais c'est cette nystagmus qui le gêne. D'accord. Et à gauche? Ouais. D'accord, parfait. Ok. Merci beaucoup. Symétrie éventuellement? Alors, c'est un patient qui était dans les urgences de Melun et vous voyez le neurovasculaire, il est à Corbeil. Il a vu le patient, il a posé l'indication de faire l'IRM parce qu'on est probablement devant un AVC ou une occlusion de trompe basilaire. Hein. On sait tous que parfois, ce n'est pas facile de porter le diagnostic. Du coup, c'était ça. L'IRM, il y avait bien un AVC de la fosse postérieure. Le patient, il a eu sa thrombolyse aux urgences de Melun. Il a été transféré dans un deuxième temps. Ortif, téléneuro, il ne nous sert pas uniquement pour la prise en charge des patients, mais aussi pour la formation, parce que le réseau de télémédecine, il faut le travailler avec les partenaires, aussi bien l'aval que l'amont, les urgentistes, et même pour les EHPAD et les gériatres. Je passe à la diapo de formation. Désolée, là, je suis… Oui, c'est ça, le territoire profond, le cérébral antérieur. Effectivement, vous voyez, on est juste en arrière où pratiquement ça mord sur le genou du corps calleux qui est vraiment dans le territoire de la cérébrale antérieure. Alors, après ici, vous voyez, il y a toujours cette petite asymétrie, ça peut être le coariose qui donne ces hypersignaux apparents là, diffus. Alors là, bon, vous avez aussi des petits hypersignaux sylviens, là cette fois-ci, hein, corticaux, voilà. Ensuite, on passe en fleur. Alors. Voilà, il y a les deux neurovasculaires de Corbeil et sur l'autre colonne, il y avait les urgentistes des services d'urgence du Sud Seine-et-Marne et de l'Essonne. Là, c'est un cas clinique qui date d'avant-hier. J'ai volontairement laissé la date. C'est un patient qui a été pris en charge dans le cadre d'une alerte AVC. Il arrive au Sud francilien, vu par le neurovasculaire. Finalement, c'est un hématome profond. Donc, le neurovasculaire, il transfère les images au neurochirurgien. Le neurochirurgien, il reçoit les images, il discute avec son collègue neurovasculaire, ils prennent une décision collégiale, une décision de prise en charge neurochirurgicale et le patient a été transféré. D'ailleurs, dès son arrivée, dans les 3 ou 4 heures après, il a eu une crâniectomie. Et bien sûr, après, les patients ils reviennent au sud francilien pour la suite de la prise en charge. Alors, juste pour vous dire, ça, c'est la visite, je pense certains d'entre vous, ils connaissent M. Rousseau, le directeur de l'agence régionale, qui a été effectivement, il était intéressé par connaître l'outil Ortif et grâce à cet outil qui est sécurisé, c'est un dossier médical sécurisé, on a le nom du médecin, en l'occurrence, et c'est un neurologue avec la date, l'heure et la décision de la prise en charge. Tout est noté dans le dossier. On peut même imprimer le document et le mettre dans le dossier papier. Et grâce à ça, les patients, même si l'unité neurovasculaire du Sud francilien est géographiquement à Corbeil, dans l'Essonne,
on prend quand même en charge, comme je vous l'ai dit au départ, 30% des patients ils sont originaires du sud Seine-et-Marne. J'ai fini et merci pour votre attention. Bonjour, je vous remercie de votre invitation. Je vais vous présenter le réseau régional de dépistage de la rétinopathie diabétique par télémédecine qui s'appelle OFDIAT, qui existe depuis 2004, qui a été créé par le professeur Massin que vous voyez là et qui est de l'Assistance publique Hôpitaux de Paris, hôpital Lariboisière à l'origine, et qui est un réseau régional donc, qui intervient sur toute l'île de France. Suivante, Fanny, s'il vous plaît. Donc, vous avez à gauche de l'écran les demandes de clichés qui sont faites par des généralistes. Malheureusement, je ne sais pas si on va pouvoir faire apparaître les Fanny, il faut cliquer, voilà, qui sont demandées dans les centres de santé, dans des hôpitaux de périphérie, dans des services de l'Assistance publique Hôpitaux de Paris également, dans des prisons, dans des services de diabétologie. Les images sont demandées donc dans ces sites, qu'on appelle des sites de dépistage OFDIAT, sont envoyés, les images sont réalisées par des infirmières ou des orthoptistes et sont envoyées au centre de lecture de OFDIAT qui en fait la lecture et qui renvoie pour 95% des cas le compte-rendu dans les 48 heures. Voilà, suivante. Je vous ai fait quelques petites données d'activité. Le rayonnement est régional, c'est devenu un réseau régional. On a migré sur la plateforme Ortif de l'ARS, puisque le réseau OFDIAT est soutenu par l'ARS depuis sa création en 2006. Enfin, il a été créé en 2004. Il est soutenu par l'ARS depuis 2006. Et avant le soutien par l'ARS et non, plutôt avant la migration sous Ortif, on avait un hôpital de Dreux qui était hors région. Bon, alors on l'a maintenu pour ne pas les exclure. Le réseau, nous avons 42 services adhérents au réseau, 21 dans des centres hospitaliers, dont les hôpitaux de la Paix, 8, je crois, 3 unités sanitaires et je ne vois plus le nombre de centres de santé, mais un certain nombre de centres de santé, 12 ou 13. Voilà. 37 ont une activité stable sur 42. 4 structures actuellement là sont en demande en 2020 de… Pardon ? Ce soir. 4 sont en demande d'adhésion en 2020, dont un tome. Suivante. Passionné et convaincu. Je vous ai mis une carte de la répartition dans tous des 42 sites dans toute l'île de France. On peut passer, Fanny, s'il vous plaît. Quelques données quantitatives. En 2019, nous avons fait 16 962 examens. Donc, les clichés, je parle des examens, pas des images, parce qu'il y a 4 fois plus d'images. Donc, les clichés et les examens et la lecture, hein, évidemment. En activité cumulée de 2004 à décembre 2019, on a fait 204 924 actes. Donc, ça fait à peu près 800 000 images. Suivante. Donc, vous avez là l'augmentation, non, vous avez là le nombre d'actes depuis 2004, date de la création du réseau OFDIAT. Aujourd'hui, on est à peu près 16 000 actes. Bon, 2020 sera une année un peu particulière, mais on est à peu près à 16 000, 17 000 actes et 40 sites à peu près. Suivante, Fanny, s'il vous plaît. Donc là, on arrive, ça c'est l'activité cumulée depuis 2004, on arrive à plus de 200 000, 205 000, je pense, en 2020. Quelques données qualité. On a un programme qualité robuste, éprouvé et effectif. Il a été… il existe depuis le début. C'est un programme qualité qui existe pour les clichés, la réalisation des clichés par les personnels non médicaux, mais également pour la lecture. En 2019, 96% des comptes rendus sont envoyés dans les 48 heures. 96 sur 17 000. Hein. La concordance entre lecteurs, ça c'est le programme qualité pour les lectures est de 87%. Le pourcentage global d'images ininterprétables pour l'année 2019, c'est un autre indicateur de qualité que nous avons parmi les 10 ou 15 indicateurs qualité, est de 8%. On a un objectif cible de qualité de l'image en dessous de 10%. Les professionnels des sites transmettent un haut taux de… Pardon. Les professionnels des sites qui transmettent un haut taux de photos ininterprétables bénéficient d'un complément immédiat d'une analyse de la cause par la coordination OFDIAT et d'une reformation en présentiel immédiate.
ou rapide. On est sous Hortif depuis 2017, donc il y a une hotline dédiée. Il y en avait une aussi avec Evolucare d'ailleurs, je crois. On évalue aussi la satisfaction du patient. Donc en 2019, c'est 98% des patients étaient globalement satisfaits par la conduite de leur examen. Et Ofdiat, avec sa base de données, a servi de base pour la création de Oftai, qui est un logiciel d'entraînement par algorithme, donc intelligence artificielle, développé depuis 2015 et référencé en 2019. J'avais mis quelques données médicales, diagnostiques. On va peut-être passer, je ne pense pas que ce soit le sujet aujourd'hui. Quelques données Ofdiat en ressources humaines. On a à peu près 150 professionnels non médicaux des 42 sites qui effectuent les images dans toute l'Île-de-France. On a un centre de lecture composé de 6 ophtalmologistes à l'origine de la Riboisière et une coordination Ofdiat. Donc, nous sommes 1,8 ETP et les 6 médecins ophtalmologistes sont en vacation médicale. Voilà. Et vous avez la coordination Ofdiat composée. Donc, il est soutenu par l'ARS, je l'ai dit au début, depuis 2006. Voilà. Je n'entends plus. Merci. Et ce qu'on sait, c'est qu'il faut quand même rappeler que la cause principale encore de cécité, c'est toujours la rétinopathie diabétique. Et donc, quelque part, à travers ce travail, c'est des patients qui ont gardé leurs yeux. Donc, il faut s'en féliciter. Donc, un grand merci et je passe la parole au professeur Henri-Jean Philippe qui nous a accueillis pour clôturer ce webinaire. Oui, on a un petit peu mordu sur le temps qui était prévu, donc on ne veut pas peut-être prolonger ce superbe webinaire. Je dois dire que vous êtes tous et toutes vraiment incroyables, intervenants et animateurs, notre cher animateur. Vous êtes en fait passionnants, passionnés et vraiment convaincants. Et je veux dire que vous m'avez convaincu, je pense que vous nous avez convaincu que la télémédecine maintenant est un outil qui permet de préserver finalement la qualité de la relation soignant-soigné, et Madame Guilana Lajoigny doit être certaine de cela, et puis la sécurité de la prise en charge. Et là, tous les, aussi bien Madame Queneau, kiné, et puis les intervenants, les chirurgiens, les médecins, que maintenant c'est un outil qui est sûr, qui assure même probablement une amélioration de la qualité de la prise en charge. Donc, si cet outil a fait partie transitoirement de notre pratique et finalement par hasard, par un drôle de hasard, je crois que demain, il doit faire partie de notre outil pour la prise en charge et pour l'exercice médical. Donc, vraiment, merci à vous toutes, à vous tous. Sachez que ce webinaire a été enregistré et qu'il sera rediffusé la semaine prochaine sur vos réseaux. Ça peut être très bien sur l'Ordre des kinés, ça peut être très bien sur l'Académie francophone de la télémédecine, ça peut être sur l'instance publique et en fait tous vos réseaux, il est à votre disposition. Et ceux pour lesquels on n'a pas pu répondre aux questions, on fera en sorte de répondre à vos questions par voie électronique. Donc merci vraiment à vous tous et à vous toutes et à très bientôt.